Édition du dimanche 18 mai 2025. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STI. Le Cameroun pleure, le Cameroun s'indigne après l'assassinat du petit Mathis, tué par un voisin. Le crime survenu au domicile familial de la victime choque l'opinion nationale de par sa violence. C'était le 10 mai au quartier Ngouakele à Yaoundé. Ce jeudi 15 mai, Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, s'est rendue au domicile de la famille du petit Mathis en transmettant les condoléances du gouvernement camerounais. Elle a annoncé un accompagnement psychosocial des membres de cette famille. Avant, on parlera politique en sujet d'entrée avec le débat actuel sur le mandat des élus. Mandat impératif, mandat représentatif. Le panel nous dira ce qu'il en pense. On reviendra également sur le meeting de Marois. 1000 jeunes derrière Paul Biya. L'objectif a-t-il été atteint? Que dire de la polémique née de la présence d'enfants à ce meeting? Vous le savez, une manifestation s'est tenue ce 10 mai à Marois dans le cadre de la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence. L'initiative était portée par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. On parle de tous ces sujets avec vous, docteur Patrick Rifoué. Vous êtes spécialiste de la communication, du marketing et des études. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce dimanche midi. Alors, si je vous dis fête de l'unité nationale, Patrick Rifoué, c'est donc ce mardi. Au pif comme ça, si je vous demande de citer 5 éléments qui aujourd'hui fondent le socle, on va dire, le socle de l'unité nationale au Cameroun, 5 éléments. Je ne sais pas s'il faut citer 5 éléments, mais le premier élément qu'on a présent à l'esprit, c'est la diversité. Nous sommes un pays divers à la fois sur le plan ethnique, nous sommes un pays divers sur le plan culturel, nous sommes aussi un pays divers sur le plan religieux parce que nous avons... Est-ce que cette diversité elle est acceptée par tous? Est-ce qu'elle ne pose pas parfois des problèmes? Non, mais justement, la diversité, c'est un vrai défi. La diversité pose un vrai défi. La diversité est une richesse. Et moi, je constate, pour m'en réjouir, qu'il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus entre 1960 et 2025. Vous savez, il y a 15-20 ans, il était plutôt rare de rencontrer des gens qui ne se mariaient pas de manière endogame sur le plan ethnique, mais avec l'urbanisation croissante, parce que je crois que 50%, 52% du Cameroun est aujourd'hui urbanisé, il est devenu difficile de trouver un Bafia qui a épousé une Bafia, un Banganté qui a épousé une Banganté. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui se multiculturalise dans les faits et je pense que cette multiculturalisation à l'œuvre est le meilleur antidote qu'on puisse délivrer contre les démons de la division et que cette multiculturalisation va plutôt renforcer l'unité nationale. Vous avez vous-même parlé des démons de la division. Donc, je suis certaine que vous savez que lorsque je parle d'unité nationale, je parle des sujets sur lesquels les Camerounais sont unanimes, les sujets sur lesquels les Camerounais parlent d'une seule voix. Non, mais je n'ai pas le sentiment que l'unité signifie l'unanimisme. Parce que là, ce que vous souhaitez qu'on mette en avant... Ils sont unis sur quel sujet aujourd'hui? C'est une forme d'unanimisme. Non, il y a des débats. Les Camerounais sont des gens particulièrement passionnés. Les gens ont le droit d'avoir, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets sociaux, les gens ont le droit d'avoir des opinions divergentes. Ça ne signifie pas pour autant... Je me souviens qu'à une époque, la stabilité... Oui. La stabilité était mentionnée, la stabilité au Cameroun était mentionnée comme élément d'unité. Je me souviens également qu'à une époque, on brandissait les lions indomptables. Les lions indomptables du Cameroun étaient avancés comme socle de stabilité, d'unité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans l'unité au Cameroun? Quand on parle de stabilité, c'est sur le plan institutionnel. Est-ce que les institutions sont stables? On parlait de la paix. Oui. Est-ce que les institutions sont stables? Les institutions ont toujours été stables. Moi, je ne voudrais pas insister sur cet aspect-là parce que vous savez... La paix dans les 10 régions. Vous savez, dans nos quartiers, dans nos villages, ce ne sont pas les institutions qui créent le bien vivre ensemble. C'est la manière dont les gens interagissent. Ce ne sont pas nécessairement les institutions. Donc que les institutions soient plus ou moins stables, les gens ont une façon de se rapporter aux autres. Et moi, je constate que la différence est globalement acceptée. Donc vous avez parlé de la diversité. Bon, vous et moi, on s'est dit que c'est discutable aujourd'hui. Diversité, quoi d'autre? Écoutez, les institutions sont stables, mais je ne voudrais pas faire... Je ne voudrais pas faire de la comptabilité. Les institutions sont stables? Oui, les institutions sont stables. Si vous pensez le contraire, donnez des éléments en appui à cette thèse. Moi, ce que je constate, c'est que
l'unité, ce n'est pas un donné. L'unité, c'est un construit. L'unité à conquérir. Je veux dire, les institutions sont stables quand la presse parle des guerres au sommet de l'État. Bon, écoutez, la presse a mené quelles enquêtes? Parce que des articles d'opinion, ça, ce sont des articles d'opinion où on vient dire que je suis en bisbille avec Alex Gustave. C'est fondé sur quoi? Est-ce qu'on a rencontré Alex Gustave? On m'a rencontré et nous aurons donné notre version qui corrobore le fait. Les articles d'opinion, pour moi, n'ont aucune espèce de valeur. Quand il y a des articles qui sont documentés, oui, on peut en parler. Mais prétendre qu'il y aurait des guerres entre, je ne sais pas moi, tel collaborateur du président et tel autre, sans aucun fondement, sans aucun document à la base, je dis, bon, c'est le degré... On a vu des guerres au sommet de l'État. C'est le degré zéro. C'est juste une parenthèse dans l'affaire Fecafoot. On a vu des correspondances, on a vu des chefs du gouvernement. Mais Madame Leila, il y a... que ce soit au gouvernement ou ailleurs, il peut y avoir des divergences. On a vu des divergences également entre des ministres et le Premier ministre au sujet du grand dialogue, de tout ce qui devait rentrer dans le grand dialogue. Il peut y avoir de temps en temps des divergences sur certains dossiers. Mais je suis désolé. Stabilité des institutions. Je suis désolé, si vous allez aussi en France, vous allez vous rendre compte que Retailleau ne va pas dans le même sens que le Premier ministre, ainsi de suite. Est-ce qu'on prend ombrage de cela pour dire que les institutions ne sont pas stables? Les gens ont aussi le droit de s'exprimer et d'exprimer leur singularité. Donc, diversité, stabilité des institutions, même si les deux sont discutables. Oui, mais je dis, le fond du sujet, ce n'est pas quels sont les acquis. Le fond du sujet, c'est que nous comprenions tous que l'unité... Le fond du sujet, c'est pas quels sont les acquis aujourd'hui. Oui, c'est qu'est-ce qu'il y a à conquérir. C'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce qu'il y a à conquérir? Parce que le Cameroun... Mais avant de savoir ce qu'il y a à conquérir, il faut déjà savoir ce qu'on a. Oui, le Cameroun est stable aujourd'hui. Mais la stabilité, l'unité dont vous parlez, ne sont pas des données ad vitam aeternam. Si nous ne travaillons pas à renforcer cette unité, elle va s'effriter et la division peut s'installer. Donc, le vrai sujet, c'est que les gens acceptent, les gens prennent conscience de ce que l'unité, c'est quelque chose d'important et que l'unité n'est pas acquise une fois pour toutes, mais qu'il faut travailler, c'est-à-dire c'est dans nos comportements quotidiens, c'est dans nos discours que nous consolidons ou pas l'unité. Et ça, ça vaut pour les citoyens, mais ça vaut aussi pour ceux qui sont en charge des affaires publiques. Merci Dr Patrick Riffoé d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. À côté de vous, Alex Gustave Azébazé est journaliste. Bonjour Monsieur Azébazé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lila, bonjour à vos milliers, non je préfère dire millions de téléspectateurs. Bonjour vous dites ce que vous voulez, Alex Gustave Azébazé. Bonjour à vos panélistes, pour certains mes copanélistes, et bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir qui ont le plaisir de nous regarder. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention cette semaine, Alex Gustave Azébazé? Il y en aurait eu plusieurs, trois ou quatre par là, mais comme c'est une tradition chez vous, sujet d'entame, je peux pas parler de tout ce qui a retenu mon attention. Mais je vais évoquer un dont la presse n'a pas beaucoup fait écho. C'est cette sorte de... Bon, j'ai lu accord. Bon, je ne sais pas si entre les organisations internationales et les organisations de la société ou les organisations administratives indépendantes, quand il y a un accord, ça s'appelle en droit un accord ou une convention ou un contrat. Je parle de l'acte qui a été posé la semaine dernière par ELECAM, l'organe administratif public, présumé indépendant, chargé de l'organisation des élections au Cameroun, et les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, par le biais de l'une de ces instances en charge des questions de paix, de stabilité et tout le reste. Cette actualité-là me semble importante, en tout cas, elle me paraît importante dans ce qu'elle intervient, quoi son objet. Et d'ailleurs, les acteurs le disent, elle porte sur le travail en commun, la mise en commun des ressources, des capacités pour assurer des élections, des bonnes élections, et non pas des élections transparentes. Moi, en tant qu'acteur civil qui m'intéresse à la question de la transparence des élections, je suis un peu sceptique de constater qu'une telle initiative
je ne connais pas la base légale, la base constitutionnelle d'un accord entre ELECAM, non pas le MINAT, ou non pas le gouvernement, et l'Organisation des Nations Unies pour, comment je veux dire, pour la mise en place d'une opération qui va quand même coûter d'importantes ressources. Je crois qu'on a dit 5 millions de dollars ou 5 millions d'euros, donc plus de 3 milliards de francs CFA. C'est rien peut-être pour certains, mais dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, 1 milliard ce n'est pas rien, 2, 3, 4. Et la deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est que j'observe que cette affaire a été goupillée de la manière la plus confidentielle possible, et on la découvre que davantage par la protestation d'un certain nombre d'acteurs politiques. J'ai lu un communiqué du président du Mouvement national pour la renaissance du Cameroun qui s'étonnait de ce que cette chose-là, en tout cas cet accord-là a été fait sans aucune publicité autour. Aucune publicité autour. 2, sans intégrer ou associer les acteurs politiques, mais aussi les acteurs civils. Je constate que si ELECAM peut signer un accord avec l'organisation internationale mère, qu'est l'ONU, forcément l'État du Cameroun est impliqué, ou à tout le moins est informé. Et j'observe que dans la période qui a précédé la signature de cet accord, le gouvernement camerounais, par l'entremise du ministère de l'administration territoriale, a procédé à une sorte de balayage du secteur de l'espace civique. C'est-à-dire que le Cameroun, selon les données du ministère du Plan et de l'aménagement du territoire, le Cameroun en 2016, ça c'est les données disponibles, malheureusement on est dans notre pays, compte 65 000 associations. Moi j'ai lu une note du ministre de l'administration territoriale destinée justement aux Nations Unies, qui dit que, pour lui, il n'y a que 104 organisations non gouvernementales qui sont régulièrement installées au Cameroun. Donc, ils sont reconnus par son instance, par son ministère. Or, il y a un principe qui veut que tous les accompagnements mis en place par les partenaires multilatéraux intègrent une composante civile. C'est-à-dire que si le Cameroun, en tant qu'État, admet que les Nations Unies ou l'Union européenne ou, dans le cas bilatéral, la France ou mettent à sa disposition des ressources matérielles, financières ou techniques pour accompagner des processus qui devraient être des processus d'abord endogènes ou souveraines, il est essentiel que soient associés les représentants, en tout cas les acteurs non étatiques. Que sont les partis politiques, mais davantage, que sont les partis, entre autres les partis politiques, mais davantage la société civile. Or, en nettoyant ou en faisant ce que je viens de vous rappeler, j'ai nettement le sentiment que le ministre de l'administration territoriale, dont la liste publiée, renferme des fondateurs d'ONG unipersonnelles, y compris le président de ELECAM, l'épouse du ministre, et un parent du ministre qui a une organisation qui s'appelle Island quelque chose. Island, ça peut vous rappeler. Est-ce que ce que vous dites, c'est que le président de l'ELECAM a une ONG? Oui. Est-ce que ce que vous dites, c'est que l'épouse du ministre de l'administration territoriale a une ONG? Oui. Bon, ça, je ne peux pas le vous ne le confirmez pas, mais je vous donnerai le document du ministre, ce n'est pas mon document. Un document qui a fuité, qui a été destiné, qui était un document, comment je le dis, confidentiel, si vous l'appelez, du ministre de l'AT au chef en tout cas au chef de l'organisme représentatif du système des Nations Unies au Cameroun. Donc tout ça m'amène à... Est-ce que ces personnes n'ont pas le droit d'avoir des ONG? Le contexte. On parle toujours dans ce pays comme si le contexte ne servait à personne, ne servait à rien. Il y a des contextes où certaines personnes, ou certains citoyens, malgré tous leurs droits fondamentaux, ne sont pas qualifiés à postuler et même à accéder à un certain type de privilèges, si en sont. Moi, je vois mal comment... Ce que je voulais dire, c'est que la plupart des ONG
dont les noms n'apparaissent pas sur la liste secrète du MINAT, sont justement les ONG qui interviennent dans le domaine de la participation civique et démocratique. Très bien. Or, les élections sont l'une des constantes de ces domaines-là. Merci Alex Gustave. Et ça m'inquiète. Face à vous, nous recevons Jean-Robert Wafo. Il est membre du Front pour le changement au Cameroun, le FCC. Bonjour Monsieur Wafo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Bonjour à tous les copanélistes. Je rigole parce que... Ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent votre prestigieuse émission. Je rigole parce que vous avez été annoncé dans 2 émissions exactement ce dimanche. Mais bon, on ne va pas en parler. Jean-Robert Wafo, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Pour moi, c'est le débat autour de la candidature du professeur Maurice Kamto. D'accord, on en parlera peut-être. Et on en reparlera? Non, je veux dire, allez-y Jean-Robert. Allez-y. Moi, je dis d'abord, c'est un débat qui est entretenu par le RDPC et ses commensaux pour distraire l'opinion, pour tenter de distraire, parce qu'ils ne sont pas parvenus par rapport à leur bilan. Ils ont peur qu'on débatte de leur bilan. Mais je leur dis, c'est peine perdue parce que ce débat aura lieu. Pour revenir, n'est-ce pas, à cette candidature, pour ce moment, on peut dire oui, il sera candidat à la présidentielle. Je peux rassurer tous les Camerounais. Comment? Ça relève de la stratégie. Très bien. De deux, les gens, les tenants du pouvoir, ils ont excipé l'article 121 du code de la loi portant code électoral. Moi, je dis, soit ils sont bougres, soit ils sont nuls. Et je me rends compte que généralement, que ce débat est également entretenu par des intellectuels faussaires et malhonnêtes. Parce que de l'article 121 du code électoral, faut être représenté. En tout cas, on va reparler en entrée, je l'ai dit. On peut développer. Hein, non, en entrée. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous le savez, messieurs, que c'est le sujet d'entrée. C'est le sujet d'entrée, comme à tous les panélistes. Vous le savez. Non, mais il veut se transformer. Donc, il veut s'ériger en présentateur de l'émission. Allez-y, Jean-Robert. Je constate qu'il a des tickets quand on aborde des sujets. On en parlera. Parlez de votre sujet. On en parlera. Alors, oui. donc, voilà, je disais que c'est un débat qui est entretenu par des bourgs, des nuls, des intellectuels faussaires et malhonnêtes. Très bien. Être représenté, vous dites quoi? Donc, c'est quoi en fait? Ceux qui ont fait une bonne école primaire. Le synonyme, c'est quoi? Être représenté dans une institution. Ah, pour synonyme quoi? Figurer dans cette institution. Siéger dans cette institution. Ou participer dans cette institution par l'entremise d'un intermédiaire ou d'un porte-parole. C'est tout. Il n'y a pas, dans l'article 121, il n'y a pas de surcharge interprétative. Très bien. On reparlera de ce sujet juste après avoir présenté M. Ousmane Mapetel, il est le vice-président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour M. Mapetel et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Leïla, bonsoir Dr Foué, oui. Bonsoir au grand journaliste Alex Gustave Azebazé. Bonsoir à Jean-Robert Wafo. Bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs de par le monde. Et c'est un plaisir de revenir une fois de plus dans Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Vous vouliez parler de la tournée de votre président. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention? Bon, ce qui retient mon attention, forcément, c'est le passage, la tournée de votre président, le président Cabral Libi dans la région du Nord, et notamment dans le département de la Benoué et le département de Maïlouti, qui allait refixer les choses pour préparer les élections présidentielles, redynamiser le parti. À cette occasion, je voudrais par anticipation souhaiter bonne fête de l'unité à nos camarades qui se sont déployés sur le terrain, notamment Luangombe Jacques de Benoué Est, Gerzoune de... À vos camarades. À nos camarades.
Sharafaddin de Garoua, À vos camarades, le monsieur prof Ousmane. Ismaïla, et vous avez développé. Ok. Je crois que la seule personne habilitée à m'interrompre sur ces plateaux pour des commodités, c'est à vos Laïla. camarades, À nos camarades globalement de la Benoué. Ok, à cette occasion, le congrès du PSRN est annoncé. À moins que vous vouliez que les autres camarades, je ne sais pas moi, de Bipindi Lolodov se sentent lésés. Bon, nous parlons d'un cas spécifique de ceux de la Benoué. Bon, et je profite pour dire que du 23 au 24, les militants et sympathisants du PSRN vont se déporter du côté de Nkola Famba pour vivre le deuxième congrès ordinaire du PSRN. D'accord. Vous avez déjà déposé les documents qu'il faut à la préfecture? J'espère que c'est déjà fait. Vous avez déclaré déjà? C'est déjà fait, ce n'est un secret pour personne. Si nous sommes sur un plateau de télé pour parler d'un congrès, c'est qu'on est assez outillé pour parler. Et le reçu, vous l'avez déjà Bon, là, je vous dis, quoi qu'il en soit, s'il plaît à Dieu, il y aura congrès du 23 au 24 en Nkola Famba. Vous avez la parole, vous gardez la parole, mandat impératif, mandat représentatif. Quelle est l'analyse que vous faites du débat qui a cours en ce moment? Et quelle est votre position? Bon, c'est une question qui relève de l'interprétation de chacun. Bon, à ces sujets, je ne suis pas assez outillé juridiquement pour me prononcer. D'accord. Jean-Robert Wafo, justement, vous vouliez en parler. Il y a justement cet alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution du Cameroun qui est querellé. Tout mandat impératif est nul. Je ne vais pas vous demander les implications juridiques, mais vous, comment est-ce que vous comprenez cet article? Ça veut dire que le mandat impératif, la nullité du mandat impératif signifie que le mandat est représentatif. C'est-à-dire quoi? De quel mandat s'agit-il? De tous les mandats ou de tous les mandats. D'accord. De tous les mandats, je dis bien de tous les mandats, parce qu'il y a également que portant élection des conseillers municipaux. Je rappelle qu'en lors de la mandature 2007-2013, au niveau du conseil municipal de Douala 2e, il y a un élu de l'UDC, il y a un conseiller de l'UDC qui avait été exclu. Donc, qui avait été chassé du conseil parce que, à cette époque-là, le mandat représentatif ne concernait pas les conseillers municipaux. Mais lors de la mandature 2013-2020... En fait, quand je demande de tous les mandats ou de celui de... 2020, parce que cet article... Il y a un parti politique qui a voulu faire la même chose que l'UDC, n'est-ce pas, lors de la précédente mandature. Et puis, on a excipé, n'est-ce pas, la loi qui modifiait l'élection des conseillers municipaux. Donc, le mandat, la nullité du mandat impératif... c'est pas seulement les députés, c'est également les conseillers municipaux. Je pose la question parce que cet article, justement, est logé dans le chapitre 1 de la Constitution, chapitre 1 intitulé de l'Assemblée nationale. Oui, c'est pour ça. Justement, je savais que vous deviez en venir là. Moi, je vais vous dire une chose, ça concerne également les conseillers municipaux. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la mairie de Douala 2e. Lors de la mandature 2007-2013, un conseiller de l'UDC avait été exclu du conseil. Parce qu'à l'époque, le mandat impératif ne concernait pas les conseillers municipaux. Bon, il y a un parti politique qui a voulu tenter la même chose lors de la mandature 2013-2020 et on a donc sorti, n'est-ce pas, cette nouvelle disposition qui concerne également les conseillers municipaux. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi, je dis, le RDPCV fut le vrai débat. Le débat de son bilan. Du bilan de son président. Alors ils ont trouvé, n'est-ce pas, un stratagème qui consiste à jeter ce débat dans la sphère politique pour distraire les gens. Mais comme je le disais d'entame, Bousso Moïse Kamto sera candidat, que les Camerounais aillent s'inscrire. Il va s'inscrire sur les listes électorales, il sera candidat.
Ça, il ne faut pas rêver. Que les Camerounais ne suivent pas les intellectuels faussaires et malhonnêtes qui viennent raconter n'importe quoi. Et soit ils sont de mauvaise foi, soit les tenants, ceux qui estiment que le professeur Kamto ne sera pas candidat, sont de mauvaise foi, soit tout simplement, ils ont fait une mauvaise école primaire. Ils ont fait une mauvaise école primaire. Ça, il faut le dire. Parce que mon maître d'école primaire me disait que quand vous voulez comprendre un thème ou une phrase, il faut chercher les synonymes. C'est simple. Être représenté, comme je l'ai dit, dans une institution, être représenté dans une institution, c'est figurer dans cette institution, c'est siéger dans cette institution, c'est participer dans cette institution par l'entremise d'un intermédiaire ou d'un porte-parole. Et justement, il faut que je dise une chose. Le parti investit l'élu. Une fois que investit un candidat, une fois qu'il est élu, il devient quoi? Il est au service de la nation. Prenez le livre du ministre Marafa Hamidou Yahya. Il a écrit dans son livre le choix de l'action. Ce qui s'était passé à l'époque. Quand le SDF avait voulu exclure certains, avait exclu certains élus et voulait que le MINAT puisse être mis de l'administration à l'époque, l'administration territoriale, donc les exclure des institutions. Marafa a dit qu'ils ne peuvent pas être exclus de cette institution parce que le mandat impératif est nul. À partir que le parti politique investit juste et s'arrête là. Dès que vous êtes élu, vous êtes évident. Ce n'est pas pour rien que la Constitution dispose que la souveraineté est exercée par le peuple, par l'intermédiaire de ses élus. Je veux dire, prenons un cas de figure. Et les partis politiques, les formations politiques concourent juste à l'expression du suffrage universel. D'accord. Concours. Prenons ce cas de figure. Oui. À l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires. Un homme politique élu sous la bannière, on va dire, du PCRN, qui démissionne du PCRN étant député et rejoint, on va dire, l'UNDP, et rejoint l'UNDP. Lorsque les groupes parlementaires siègent, est-ce qu'ils siègent avec le groupe parlementaire de l'UNDP? Ils devraient siéger. Non, ils devraient, mais est-ce qu'ils siègent avec le groupe parlementaire de l'UNDP? Pour le moment, il n'y a pas encore eu un cas. Le seul cas qu'il y a eu, je prends un exemple simple. Edimo, le député Edimo du SDF, lors de la mandature passée, donc lors de la législature passée, quand il a démissionné du groupe parlementaire du SDF pour aller dans le groupe parlementaire du RDPC. Nos députés, dont les députés du SDF à l'époque, avaient protesté. Donc il siégeait désormais avec là-bas, il siégeait dans le groupe parlementaire du RDPC. Du RDPC. Les députés du SDF ont protesté, mais on leur a brandi, n'est-ce pas, la nullité du mandat impératif. Très bien. Alors, donc, quand ça arrange le RDPC, ils brandissent la nullité du mandat impératif. Mais quand ça ne les arrange pas, le RDPC envoie ses intellectuels faussaires et malhonnêtes aller défendre l'indéfendable et justifier l'injustifiable. Très bien. Docteur, l'élu représente la nation dans son ensemble ou un parti politique. Je veux dire, quelle est la pertinence de ce débat? Mais écoutez, Madame Leila, tous les élus ne sont pas des élus de la nation. Ça, c'est la première chose qu'il faut préciser. Je suis désolé, un conseiller municipal n'est pas un élu de la nation. Je vous dis, c'est dans la loi. Permettez, un sénateur n'est pas un élu de la nation. Dans l'article 15, dont il est fait mention, l'alinéa 2 dit « Chaque député représente l'élu de la nation ». Il n'y a aucune disposition similaire, que ce soit pour les conseillers municipaux, que ce soit pour les sénateurs ou les conseillers régionaux. Je dis qu'elle n'existe pas. Si vous l'avez donnez la disposition. Il n'y a que 2 élus qui représentent. Permettez. Vous avez développé le plan, vous avez écouté. Il n'y a que 2 élus qui représentent la nation. Le président de la République et le député. Ils sont élus de la nation. Les autres ne sont pas élus de la nation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que moi, je suis amusé. J'ai aimé l'échange que vous avez eu avec Jean-Robert Wafou. Parce que nos amis nous brandissent l'alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution qu'ils tentent d'opposer à l'article 121 du Code électoral.
Or, comme vous l'avez vous-même remarqué, cet alinéa ne concerne que les députés et leur mandat. Il n'y a aucune disposition similaire dans le code électoral, c'est-à-dire la notion de mandat impératif. On la trouve une seule fois dans la Constitution. Je dis une seule fois. On ne la trouve nulle part dans le code électoral. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi sur ce plateau et en dehors de me retrouver la notion de mandat impératif dans le code électoral. Elle n'existe pas. Donc ce que vous dites, c'est que parce que cet alinéa est... ne se trouve que dans la Constitution. Non, pas sous pas seulement dans la Constitution. Au chapitre 1. C'est ce que vous voulez dire. Le mandat des députés. C'est ce que vous voulez dire. Cet alinéa ne concerne que le mandat des députés. Il ne concerne, permettez, si vous avez des dispositions contraires... Je le dis d'expérience. Monsieur Patrick Rifo, qu'est-ce que... Je le dis d'expérience relativement à ce qui s'est passé au conseil municipal. Ce que vous racontez n'est pas juste. Permettez que je développe. Ce que vous racontez n'est pas juste. Allez-y, Patrick Rifo. Lourdement et vous persistez. Je dis une chose. Nous sommes le titre 3 de la Constitution dans lequel se trouve l'article 15. Le chapitre 1 porte sur l'Assemblée nationale. Oui. Et cet article 15... Le titre 3, c'est du pouvoir législatif. Parle du mandat du député. C'est dans ce titre qu'on trouve cet alinéa qui parle de la nullité du mandat impératif. Donc, sauf par un coup de force, il faut qu'il y ait une disposition similaire qui porte sur le mandat des conseillers municipaux, sur le mandat des conseillers régionaux, sur le mandat des sénateurs. Puisqu'elle ne se trouve pas dans la Constitution, il faudrait qu'on la retrouve dans le code électoral. Maintenant, j'aimerais que M. Jean-Robert Wafou, aidé par ces intellectuels qui sont des intellectuels non faussaires, nous trouve la fameuse disposition qui reprend cette disposition. Parce que cette disposition ne concerne que le mandat des députés. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on nous dit que cette disposition-ci s'oppose à l'article 121 du Code électoral. Madame Leila, l'article 121 du Code électoral ne parle nulle part de partis politiques représentés. Il y a 4 mentions de la notion de parti politique représenté dans le Code électoral. Ça, c'est le travail d'un intellectuel faussaire. Madame Leila, cherchez l'article 121, on va le retrouver. L'article 121, il parle de non représenté. Non représenté, voilà. Je dis, il n'y a aucune mention. Mais non représenté. Ce n'est pas par Alors, la population à être représentée. Non, ce n'est pas le Parlement négatif. Oh là là. Oh là là. L'article 121 du Code électoral est sous le chapitre 3 de la déclaration de la candidature. Article 120 d'abord, les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 121, les candidats peuvent être, alinéa 1, soit investis par un parti politique, point virgule, 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Alinéa 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, ci-dessus applicable aux candidats indépendants. Alors, ça change pas ce que je dis. Alors, je dis que dans cet article... Ça veut dire que... Mais ça veut dire... C'est moi ça qui veut je répète ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. Il n'y a pas dans cet article de notion de parti politique représenté. On n'y parle de parti politique non représenté. Ça, c'est la première chose. Jean-Robert, vous aurez la parole après. Vous pourriez avoir la parole après. Il faut être investi par un parti politique. Il faut que le parti soit représenté. Vous pourriez avoir la parole juste après. Allez-y. Ayez l'élégance d'écouter. Ayez l'élégance d'écouter. J'ai dit, et je répète, la lecture de Leila me conforte dans ce que je dis. Il n'y a pas de notion de parti politique représenté dans cet article-là. On n'y parle de parti politique non représenté. Bien. Et je rajoute que si vous voulez représenté, il y a représenté. Permettez. Pourquoi vous gesticulez? Allez-y, Dr Patrick Rifo, allez-y. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y, Patrick Rifo. Soyez poli.
vous traitez les gens de bougres, de nuls. Soyez polis. Et je ne vous le répéterai pas. Vous êtes un Messieurs, Je ne vous le répéterai pas. messieurs, Je ne vous le répéterai pas. Messieurs. Politique. Messieurs. Vous êtes incapable de trouver la disposition du code électoral dans laquelle on parle de parti politique de manière impérative. Docteur Vous parlez de nullité, mais vous l'êtes incarné. C'est-à-dire qu'elle transpire sur vous, monsieur. Docteur Patrick Réfoué, redevenons polis, je vous en prie. Redevenons polis, je vous en prie. Bien, je reviens. Redevenons polis. Oui. Je reviens. Je savais que ça allait se passer comme ça. Quand ils sont mis en difficulté, c'est comme ça qu'ils procèdent. Les insultes, les anathèmes, les arguments. Redevenons polis, je vous en prie. C'est lui qui ne l'est pas. Voilà, il y a des personnes qui nous regardent. Excusez-vous. Votre inconduite. Non, ayant un langage élégant. Voilà. Je suis très calme. Revenons au sujet. En respectant les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Dans le code électoral, il y a 4 occurrences de la notion de parti politique représenté. Et il y a 2 qui vont nous concerner de manière particulière. Vous la trouvez dans l'article 12 du code électoral. Dans cet article, on nous dit que les partis politiques représentés sont consultés pour la nomination du président et du vice-président de l'ECAM. Ça, c'est la première occurrence de la notion de parti politique représenté. Vous retrouvez cette notion dans l'article 202 du Code électoral. On y parle de campagne référendaire en précisant que les partis politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, parce que là, ça ne concerne pas les autres, peuvent y prendre part sur leur demande. Enfin, on trouve les 2 dernières occurrences de la notion de parti politique représenté aux articles 281 et 282 du Code électoral qui portent sur le financement politique. On va lire ces articles, ensuite je vais commenter. Et je commence un peu plus haut, c'est-à-dire je commence à l'article 279. Article 279. Il est inscrit chaque année dans la loi des finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques légalement reconnues dans les conditions fixées à l'alinéa 281 ci-dessus. Allons donc à l'article 281. La subvention est répartie en 2 tranches d'égal montant. Alinéa 1. La première tranche est destinée aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et ou municipal. Article 282. La tranche destinée au financement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et au Conseil municipal leur est allouée proportionnellement à leur nombre de sièges. Alinéa 2. Les listes des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, municipaux par parti politique sont fournies respectivement par les bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que les conseils régionaux et les conseils municipaux. Madame Leïla, en français facile, si vous êtes un parti politique représenté, vous recevez la subvention annuelle. Que le membre du FCCC vous dise en quelle année le FCC a bénéficié de la subvention qui est servie conformément aux dispositions de ces articles aux partis politiques représentés. Que le membre du FCC, permettez, que le membre du FCC, on ne vous demande pas de répondre, on vous demande de fournir les preuves. Je vais fournir. Ce sont les preuves matérielles. Si vous avez le financement, je vais fournir. Deuxième chose, dans cet article, on nous dit, on mentionne 2 acteurs qui sont importants. Les exécutifs qui fournissent les listes. Si un parti politique est représenté dans un conseil municipal, ça suppose que dans la liste qui est envoyée, parce que celui qui fournit cette subvention, c'est le MINAT, ça suppose que l'exécutif de cette instance, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, a fourni une liste dans laquelle il se trouve. Et que cette liste est au MINAT. Parce qu'à la fin de la journée, quand Elekam voudra savoir quels sont les partis représentés, il ne va s'adresser ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni aux conseils régionaux, ni aux conseils municipaux. Elekam va s'adresser au MINAT en lui disant, sur la base du financement que vous avez fourni, donnez-nous la liste. Donc comme ça, le MINAT peut dire que le PCRN n'est pas représenté. Allez-y. Comme il fait souvent là. Voilà. Allez-y. Non, il faut faire attention à ce genre de raccourcis. Non, ce n'est pas un il est en train de faire son coming out. Le coming out du PC. Ce n'est pas un raccourci. En bon droit institutionnel, on utilise tous les moyens qui sont susceptibles d'éclairer l'antenne du décideur
pour moyens, avancer, oui. En d'autres termes, ne pas s'arrêter qu'au MINAT, c'est ce que vous dites. Oui, comment? Non seulement on s'arrête au MINAT, mais on s'arrête à la preuve que le financement est servi. La preuve que le financement est servi, c'est un reçu ou un ordre de virement. Si cet ordre de virement ou ce reçu n'existe pas, quand vous parlez du PCRN, oui. Moi, je sais que le PCRN reçoit ses subventions. Donc, il n'a pas de souci. Très bien. Donc, quand vous parlez du FCC, j'attends qu'on me dise que le FCC a reçu la subvention pour cette année ou pour l'année dernière ou pour l'année prochaine. S'ils ont la preuve, il n'y a pas de souci. S'ils ont une liste, si Patrick était un directeur du MINAT, moi je prendrais ce qu'il dit pour agent comptant. Madame Léla, il m'a interpellé au moins 10 fois. On a lu les textes. Je veux juste couper. Merci, Dr Patrick Riffoé. Sur lequel il y a écrit. Madame Léla. Oui, allez-y, avant Alex Gustave, parce qu'on sortira de ce sujet avec Alex Gustave. J'ai parlé du livre du ministre d'État Marafa Amilou Yahya. Oui. Le choix de l'action. Oui. Page 123. Il dit, le SDF a posé des problèmes d'un autre... C'est la loi. Écoutez. On parle de loi, vous lisez les lois. C'est la loi, je dis que je n'ai pas... monsieur C'est un MINAT qui parle. Ça ne veut rien dire, Laissez-moi ça ne parler. fait pas autorité. Je vous demandais de citer la loi. Moi, j'ai cité le code électoral et la Constitution. Et vous citez un livre de Marafat. Écoutez. Patrick Riffoé. Non, écoutez d'abord. Laissez-le. Mais laissez-moi parler. Patrick Riffoé. Marafat dit... Patrick Riffoé. C'est ça qui est Il le sait ce que je vais code dire. électoral. Il sait ce que je vais dire. Marafat dit, nous avons toujours opposé une fin de non-recevoir aux requêtes du SDF qui demandait que les élus, c'est-à-dire les Soient déchus. Déchus de leur Il mandat. dit, nous avons toujours opposé une fin de non-recevoir à ces requêtes, Pourquoi? estimant que si l'investiture est du ressort des partis politiques, Le mandat. une fois élus, les magistrats municipaux et les députés deviennent des responsables publics et ne sont astreints qu'au respect des lois de la République. Il dit les magistrats municipaux et les députés. Je constate qu'il n'a cité nulle part l'impératif, l'annualité du mandat. C'est ce qu'il dit. Mais il parle du mandat impératif. Non, c'est faux. Il dit les magistrats municipaux et les députés. C'est faux. Il ne cite nulle part. Il ne cite nulle part la Constitution. C'est incroyable. Il ne vise pas l'alinéa, votre fameuse alinéa. Il écrivait un livre, il ne faisait pas une thèse en sciences. Il dit une fois élu, les magistrats municipaux et les députés. Les magistrats municipaux, c'est qui? C'est les conseillers municipaux. Et depuis, et la loi n'a jamais changé. Depuis qu'il a sorti ce livre. Il parle des magistrats municipaux. Non, ce que vous dites, c'est un commentaire. Deuxième chose. Ce que vous avez à dire, s'il vous plaît. quand ce que vous avez à dire est moins important que le silence. Deuxième chose. C'est vous qui on va sortir. Une précision. Donc vous maîtrisez la loi mieux que Marafa Amilou Yahya? Mais bien sûr. Ah bon? Oui. Je dis une chose simple. Quand on parle d'impérativité du mandat, ça n'a rien à voir avec l'assujettissement de l'élu à sa formation politique. Le mandat, l'annulité du mandat impératif renvoie à deux choses. Donc vous maîtrisez la loi mieux que Marafa Amilou Yahya? Permettez, je sais que je vous donne des outils. Vous êtes incapable de... mais c'est vous! Vous citez des livres quand on parle du code électoral. Mais vous êtes prétentieux, monsieur Riffoé. L'annulité du mandat impératif renvoie à deux choses. Elle renvoie à deux choses. La première chose, c'est... L'élu n'est tenu... Permettez. Quand on dit que le mandat impératif je vous laisse mon temps. Non, vous parlez. Non, Alex Gustave, on va sortir de ce sujet avec vous, Alex Gustave. Simplement que l'élu n'est pas tenu par les engagements qu'il a pris devant ceux qui l'ont élu. Donc, il n'a pas une obligation de s'en tenir. Alex Gustave. La deuxième chose... Alex Gustave, pour sortir de ce sujet, le débat, on constate que le débat finalement sur le mandat impératif a ceci de particulier qui nous montre que la loi peut être interprétée différemment selon qu'on soit d'un bord ou même d'un autre bord. Dans un contexte comme celui-là, quel est notre dernier rempart? Notre dernier rempart devrait être l'instance juridictionnelle chargée de, j'allais dire, de l'interprétation des lois et des conflits entre les institutions. Quelle est cette instance au Cameroun? Cette instance au Cameroun, ça ne s'appelle pas Cour constitutionnelle, comme j'entends les gens écrire et dire. Ça s'appelle Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on lui a donné suffisamment de pouvoir, je parle de pouvoir institutionnel, pour qu'il fasse de manière indépendante son travail?
comment je dis, c'est la vraie problématique qui enserre la sphère publique camerounaise aujourd'hui. On a vu plusieurs fois où des acteurs politiques, même institutionnels, lorsqu'ils ont eu des conflits de compétences entre eux, ont eu de la difficulté à trouver arbitre. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, en ce moment dans ce pays, la Chambre des comptes de la Cour suprême, à laquelle la loi de 2018 sur la transparence publique a conféré un ensemble de pouvoirs sur le jugement des comptes publics, est contesté par une institution qui ne veut pas mourir, le Conseil de discipline budgétaire et financier, que la loi a entendu, comment je vais dire, supprimer le mandat sur cette question-là, sur le jugement des comptes publics. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si on était dans un pays normal, un pays où les institutions fonctionnent normalement, quelqu'un aurait arbitré ça. Et quelle est l'autorité qui peut arbitrer? Moi, j'entends dire, c'est le président de la République, parce que, semble-t-il, le Conseil de discipline budgétaire et financière est placé sous l'autorité de l'exécutif dont il est le chef. Et c'est cet organe-là qui est aujourd'hui indiscipliné, puisqu'il ne veut pas se soumettre à la loi qui a été adoptée sur proposition du gouvernement. Sur cette question, ancien étudiant primaire du droit, moi, je constate qu'on nous a enseigné pendant tout ce temps-là que la norme constitutionnelle est supérieure ou elle est suprême dans tout le contexte de démocratie constitutionnelle. Qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que quand il y a un conflit entre une ou des dispositions des lois ordinaires ou des lois spéciales, on se réfère à la Constitution. Avec la Constitution, c'est la disposition constitutionnelle qui prévaut, toute chose étant égale par ailleurs. Là, je constate que on est en train d'essayer de nous convaincre que, en tout cas de nous montrer, sous réserve de ce que le Conseil constitutionnel dira, que s'il y a une interprétation conflictuelle d'une disposition, le fameux article 121.3, et qui, pour certains, contredirait l'article 15, alinéa 3 de la Constitution, qui interdit tout mandat impératif. Qui interdit, c'est-à-dire qui rend tout mandat impératif nul. Et pour répondre à un débat que les deux, qui semble opposer les deux tout à l'heure, vous avez posé une question très simple. Qu'est-ce que le mandat impératif? J'ai entendu Robert citer le MINAT, l'ancien MINAT, pendant que Patrick citait un ensemble de références dans la loi, dans diverses lois. Moi, j'entends que lorsque vous êtes élu, vous ne dépendez que de votre conscience et des lois qui sont publiques. Vous ne dépendez plus de, comment je vais dire, de l'outil, du moyen par lequel vous êtes arrivé, c'est-à-dire du véhicule qu'est le parti politique. Le parti politique est votre chef en tant que être votre chef politique, mais il n'est pas votre chef institutionnel. Il faut faire la part des choses entre les deux. Or, on veut continuer à maintenir les pratiques du parti unique qui voulait que le parti UNC ou RDPC jusqu'en 1990 soit en même temps la branche politico-institutionnelle, entre la branche, une sorte de branche quasi-institutionnelle. D'ailleurs, la branche quasi-institutionnelle de l'activité politique au Cameroun. La preuve d'une mauvaise pratique qu'il faudra un jour qu'elle s'arrête, c'est que dans le protocole d'État, le secrétaire général du RDPC, qui n'a aucune fonction ministérielle, qui n'a aucune fonction gouvernementale, qui n'a aucune fonction élective au sein des institutions de l'État, passe avant plusieurs ministres. Il n'y a pas le secrétaire général. Or, le secrétaire général du PCN ne passe pas, ou le président même du RPCNN, tout député qu'il est, il ne passe pas avant lui. Hein. Le président de l'UNDP, ministre de l'État, il passe avant lui parce qu'ils sont au même rang à toi, parce qu'il est ministre de l'État. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui passe avant lui. Donc, ça, c'est les survivances dans la pratique politique et institutionnelle du parti unique. Or, moi, j'ai cru comprendre que, et c'est l'explication qu'un certain nombre d'analystes ou d'universitaires ont donné lorsque la Constitution de 1996, qui est l'instrument juridique suprême que l'État du Cameroun a adopté
au sorti du parti unique, a institué la nullité du mandat impératif pour mettre fin à ces pratiques-là. Là, la discussion qu'on a aujourd'hui. Que pour les députés, vous ne pouvez pas faire. J'en venais. Je disais donc que si l'article 17, si l'article 15, alinéa 3 de l'article 15, parle, même si ça se trouve dans un chapitre, le chapitre de l'Assemblée nationale traitant de l'institution parlementaire, il me semble qu'il y a un principe en droit il y a un terme en droit qu'on dit, ça s'applique mutatis mutandi. Ce n'est pas le constituant qui le dit, ce n'est pas le législateur qui le dit, mais les pratiquants, c'est-à-dire les opérationnels, l'exécutif, la justice, considèrent par interprétation que si l'esprit de la loi oui, nouvelle, vous terminez. En tout cas, l'esprit de la loi constitutionnelle nouvelle a été que on réduise la prégnance des partis politiques sur les élus, sur l'exercice des mandats des élus. Il est important que ça s'élargisse sur tout le spectre des institutions politiques élues dans le pays. Et ces institutions politiques-là, elles sont quatre. Elles sont quatre. Elles sont quatre. 1000 jeunes derrière, on espère que le Conseil constitutionnel se saisira de cette polémique et qu'il nous dira finalement qui des deux bords a raison. 1000 jeunes derrière Paul Biya. Une manifestation s'est tenue ce 10 mai à Marois dans le cadre de la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence. L'initiative était portée par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Dr Patrick Riffoé. Quand à la fin du meeting, ce dont on parle surtout, c'est la présence de ces enfants. Est-ce qu'on peut dire fièrement que l'objectif de ce meeting a été atteint? Qui parle? Moi, je ne sais pas qui parle. J'ai vu des gens qui se réfugient derrière une caméra, ce ne sont pas des journalistes. Si ce sont des journalistes, dites-nous à quels médias ils appartiennent. C'est-à-dire que vous avez 2 ou 3 Pékins qui prennent des enfants, qu'ils interviewent, ils leur demandent quel âge ils ont. Je crois que le petit dit qu'il a 13 ans. Bon, personne n'a vu son acte de naissance. La presse écrite en a parlé, la presse cybernétique. Mais je suis désolé. Oui. C'est-à-dire que les gens fassent leur travail. La presse. Un travail journalistique, c'est qu'un journaliste d'un média qui ne se cache pas. On a des photos, on a quelques photos du meeting. Cela ne change rien. Vous savez, Madame Leila, moi, quand j'étais plus petit, la SOTUC existait encore. Et je me souviens, à cette époque-là, je crois, jusqu'à 7 ans, on ne payait pas. Quand on avait 7 ans. Et je suis souvent monté dans le bus, quand le contrôleur me regarde, il me demande quel âge je dis j'ai 7 ans. Avec des t-shirts, hein? Oui, permettez, je dis j'ai 7 ans, alors que je crois que j'avais 10 ans à l'époque. Donc, ça ne prouve absolument rien. Première chose, je ne sais pas qui parle. Je ne sais pas qui a mené ces interviews-là. Ce que je constate, donc, en revanche... Ça veut dire que la négation des faits ne date pas d'aujourd'hui. Ce que je constate... Ce que je constate, en revanche, c'est que les mêmes qui, avant que le meeting se tienne, disaient que le meeting n'aurait pas lieu. Parce que, au début, non, il fait son coming oui. C'est un mot nouveau pour vous? Allez-y. Ou alors, comme vous êtes proche du MRC, vous êtes aussi rapproché des LGBTQI. Allez-y, Dr Patrick. C'est extraordinaire. Allez-y, Dr Patrick. Calmez-vous, mon cher ami. Coming out. Si vous êtes une tapette, il faut le dire. Non, redevenons polis, je l'ai dit. Redevenons, messieurs. Surveillons chacun. Surveillons. Je dis, au départ, on a une situation... Il est important, Dr Patrick, il faut qu'on garde un langage respectueux. Voilà. Non, je veux dire, on sait tous ce que ça veut dire. Il est important qu'on garde un langage respectueux. On sait ce que ça connote. Mais ça dénote aussi. Docteur Patrick Riffoé, allez-y. Donc, l'objectif, messieurs, le docteur Patrick Riffoé a la parole. Madame Leila, l'objectif la première chose, c'est que moi, j'ai constaté que beaucoup ont rempli les réseaux sociaux de messages qui nous disaient que le meeting ne se tiendrait pas. Quand le meeting s'est tenu, le nouvel argument qu'ils ont trouvé, c'était de prétendre qu'il y avait des nourrissons à ce meeting. De prétendre avec les vidéos et les photos. Oui, mais cela ne change rien. Oui, ils ont prétendu qu'il y avait des nourrissons. Bon, qu'ils aient trouvé un petit enfant. Je dis, je ne sais pas encore qui sont ces personnes. Je dis, je ne sais pas encore qui sont ces personnes. Non, ils sont plusieurs.
Ils sont plusieurs. Oui. Moi, j'ai vu un individu. J'ai vu un groupe de filles qui était en train de se disputer. Est-ce que sur la 500. base de ces photos, nous savons quel âge ils ont? Parce que je tiens à vous rappeler. Patrick Rifo, oui. Patrick Rifo, oui. Ils ont... Voilà, donc, Cela ne change. Je pose une question. Est-ce qu'ils ont l'âge de voter, Patrick Rifo, oui. Sur la base de ces photos, est-ce qu'ils ont l'âge de participer? Je vais y arriver justement. Est-ce que sur la base de ces photos, on sait quel âge ils ont? On peut estimer quel âge ils ont. On peut estimer Oui. en se trompant. Parce que même l'IRM se trompe. Vous savez qu'au Donc, à RDPC, partir de ces photos... L'IRM Monsieur, l'IRM, L'IRM fait les estimations. non, on fait les eaux, tests à partir des eaux. estimer À partir l'âge, des eaux. non? Allez-y. C'est l'INS quand même une institution publique. Non, qui non, fait c'est des pas estimations l'Institut national. de Il la a parlé à population, partir par des exemple, eaux. au Cameroun. Allez-y, Madame Patrick. Là où il n'y a pas de Oui, recensement au sein annuel. du RDPC Oui. et au sein de Logis RDPC, Oui. on peut être membre sans avoir l'âge de voter, si vous l'ignoriez. Le Logis RDPC recrute à partir de 15 ans. Donc on est membre de Logis RDPC de 15 à 35 ans. Donc qu'on ait des personnes en dessous de l'âge de voter dans un meeting Très du bien. RDPC, il n'y a aucun scandale. Moi je constate que le meeting s'est tenu. Les polémiques, Que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire que le soutien des jeunes de montrer que l'extrême 100 nord, 000. 100 le 000. soutien des jeunes de l'extrême nord, c'était l'objectif assigné. Je n'ai pas eu les chiffres de la mobilisation, mais en tout cas, la mobilisation était très importante. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour essayer de discréditer la mobilisation, on a tenté de faire dire qu'il y a des gens qui ne devaient pas se trouver là. Mais je suis désolé, au RDPC, à partir de 15 ans, on a parfaitement le droit d'intégrer Logis et d'avoir sa carte de membre. Merci. Monsieur Ousmano, quel est le regard que vous portez sur cette polémique? Je crois que le fait même d'intégrer cette marche ou ce genre de démarche dans une démocratie relève de l'aveu d'échec. En réalité, ce qui est attendu par le régime RDPC, c'est d'apporter un développement. Donner de l'emploi à cette jeunesse, ce n'est pas de venir faire des choses. Le RDPC est un parti politique normalement qui doit exister dans le sens de la bonne gouvernance. Oui. Comme ils ont failli, maintenant ils se sont découverts le talent de l'événementiel. Parce que, à mon avis, inviter toute une jeunesse à venir les faire marcher sous la canicule à Marois à 45 degrés, aller recruter des gamins de 10 ans pour les habiller en t-shirt, ne serait-ce que pour le plaisir de t-shirt, ils viendront. Et en plus, si le RDPC peut se targuer de mobiliser, il ne devait pas mettre un budget de 1,5 milliard pour payer les gens avant de déférer à une manifestation d'ordre politique. Je crois que déjà d'emblée, comme je l'ai dit, c'est un aveu d'échec. Mais ce qui m'intéresse, je crois qu'accorder plus de temps même à commenter ces genres d'inepties continue à pervertir l'opinion politique au niveau national et en plus la jeunesse camerounaise. Moi, je m'inscris dans la logique d'un homme politique qui veut un Cameroun fort avec sa jeunesse, pas un Cameroun où les élites sont forts financièrement, où la jeunesse est pervertie, logée dans le segment de la pauvreté qui ne renseigne que dans le griotisme. Donc à ce sujet, moi je me désolidarise complètement de ce genre de démarche. Bon. Ce qui est attendu normalement, la région de l'extrême nord, c'est une région que je connais très bien. Cette jeunesse, elle est confrontée à quoi? Si vous êtes un originaire de Mayo-Tchanaga ou bien du Logo-Nechari, il vous est adressé une invitation de venir marcher à Marois pour soutenir l'arbitraire qui a failli à vous donner de la sécurité. Pendant que ces populations sortent de leur village le soir pour dormir sur des rochers en brousse, pour échapper aux incursions de Boko Haram, pendant de l'autre côté que des gens sortent des îles de leur village dans le Logo-Nechari pour se caser quelque part le soir, je crois que personne, honnêtement, ne peut être dans ces conditions et être convié à une telle manifestation d'ordre événementiel ou griotique à Marois que cette personne défère. Mais comme ils ont travaillé à concevoir le sous-développement afin de pérenniser les acquis de la pauvreté
instrumentalisé pour mettre cette jeunesse dans un état de déperdition économique, scolaire et tout ça. Ils croient récolter ces gains. Mais malheureusement pour eux, fort heureusement pour cette jeunesse et pour le peuple, il n'y a pas que des pervertis politiques dans l'extrême nord. Il y a des hommes doués d'intelligence qui travaillent à conscientiser ces peuples. On fait le contre, c'est-à-dire... Vous pensez que ce travail commence à porter des fruits? Ça porte des fruits. Aujourd'hui, ils annonçaient 100 000 jeunes. Avec leur argent, comme ils en ont l'habitude souvent de venir dire qu'avec notre argent, vous allez nous suivre des gré ou des forces. Parce que vous avez soif, vous avez faim, nous avons cette nourriture avec nous. Mais les fruits commencent déjà vraiment à donner. Parce que c'est un boycott. Malgré qu'ils ont de l'argent en main, tout ça, ils sont allés recruter des gamins de 10 ans. Ça, ce n'est un secret pour personne. Quelle est la première force politique dans le Grand Nord? C'est l'UNDP ou c'est le RDPC? En réalité, dans des contextes actuels, la première force politique dans le Grand Nord ou partout au Cameroun, personne ne peut vous mesurer ça sans démagogie. Parce qu'il faut aller aux élections avant d'avoir un baromètre. Et nous savons... Je veux dire, si on se réfère au dernier scrutin, dans l'extrême nord. Si on se réfère au dernier scrutin, le PSRN a gagné partout dans la région du Grand Nord. Mais sauf que le PSRN n'avait pas de représentants partout dans des bureaux de vote. Ils sont sortis, ils ont modifié les PV. Donc, officiellement, donc, je peux vous dire qu'officiellement, c'est le PSRN qui est le parti le plus aimé. La preuve en est que partout où on arrive, il y a des sous-préfets, il y a des gendarmes qui empêchent notre leader de marcher même dans la rue pour saluer les gens. Je parle des chiffres, officiels non, qui ont été déclarés. Officiellement, vous ne pouvez pas être juge et parti. C'est lui qui est allé donner ces chiffres et nous savons tous comment ça se passe. Madame, cette question pour moi, elle ne relève pas du sujet. Je ne préfère pas rentrer dans ce genre de couloir qui va m'obstruer le chemin. Donc, moi, je préfère aller sur des choses plus rationnelles. Quand quelqu'un dit qu'il mobilise 1,5 milliard, 100 000 jeunes, oui, pour faire marcher 100 000 jeunes à l'espace de 2 heures de temps. Cette personne oublie qu'elle avait promis des forages à cette population. Elle avait promis des routes. Si vous êtes originaire du Logo-Nechari pour aller à Koussiri, vous n'avez pas de route. Vous payez 15 000 francs de Marois pour Koussiri, à la merci de tout ce qui peut vous arriver en route. Si vous êtes et vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Et on vous dit, on mobilise 1,5 milliard pour venir faire marcher juste les gens en l'espace de 2 heures de temps. Mais c'est complètement absurde. Je pense que dans cette affaire, il y a une affaire dans l'affaire qu'ils ont voulu créer pour rouler même le régime en réalité. Parce qu'il y a des gens qui se sont découverts le talent de l'escroquerie. Ils ont même imaginé comment escroquer même leur propre patron avec ce genre de mécanisme de griotisme sans cesse. Donc, avec 1 milliard 500 millions, ils auraient dû créer au moins 150 projets qu'ils peuvent financer à hauteur de 10 millions. Ne serait-ce que pour cultiver de la tomate, ça pouvait aider donc cette jeunesse. Donc, retenez ceci, madame, c'est très important. Oui, mais il faut que les autres s'expriment également. J'ai longtemps entendu, j'ai longtemps souffert de ping-pong entre Dr Oufoué et Jean-Robert Wafo ici. Je n'ai pas parlé. Et quand il parlait, là nous parlons de choses vraiment sérieuses. Non, je veux dire, vous n'avez pas parlé. Vous avez eu la parole, vous avez refusé. Vous avez refusé de vous exprimer. Voilà. C'est vous qui avez choisi. Vous avez refusé. Non, c'est pas. J'ai pas voulu m'embarquer dans ces sujets qui n'étaient pas prévus au départ. Ne dites pas que vous les avez regardés. Eux, ils ont eu leur temps de parole, ils l'ont exploité, mais vous avez refusé de vous exprimer. Il ne faut pas que l'introduction dépasse quand même le chapitre, madame. Ok. Donc. Et retenez très bien, le nordiste d'aujourd'hui n'est pas le nordiste d'hier. Ce qui est attendu des élites de l'extrême nord, c'est d'aller auprès du régime de Yaoundé
chercher de l'argent dans le budget d'investissement pour développer un extrême nord. Pas aller chercher de l'argent pour venir créer l'événementiel pour aller bâtir leur propre maison au nom d'une jeunesse qui n'est ni demandeur ni nécessiteuse de ces côtés-là. Une jeunesse qui fait face à une situation où les universités n'ont pas d'ampli, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi. Je parle ici sous le contrôle du docteur Efoué qui est du milieu universitaire. Dites-moi, si vous êtes encadreur ou enseignant à Maroua, ou un étudiant en comptabilité et doit être envoyé en stage, vous allez l'envoyer où dans le Grand Nord? Pratiquement, il n'y a qu'une seule entreprise. La Sodécoton, elle est basée à Garoua. Donc, vous ne pouvez pas prendre plus de 35% des populations nationales, les mettre dans la pauvreté, les loger dans cette situation de précarité et venir leur dire de vous soutenir. Ce qui est attendu, c'est le bilan et un bilan qui cadre avec le développement. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, si quelqu'un est malade à Maroua, il n'y a pas de vol chaque jour pour rallier Yaoundé. Alors qu'autrefois, il y avait 2 vols sur Maroua à l'époque, matin et soir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion quotidiennement. Et vous venez vous débarquer avec des gens qui se sont découverts le talent de l'événementiel dans une histoire politique. Non, arrêtez de s'évoquer des gens. Jean-Robert, est-ce qu'on peut considérer ce qui s'est passé à Maroua, j'insiste sur la présence de ces enfants, comme une initiation à la culture politique? Quelle initiation? De quelle initiation parlez-vous? Il faut arrêter ça. Voyez-vous, c'est-à-dire, des gens se comportent généralement comme des guignols. Vous venez dans une région où des compatriotes disputent l'eau avec les animaux. C'est-à-dire, je schématise. Oui, c'est la réalité. Et c'est la réalité. Où les fourrages, les meilleurs fourrages qui ont été construits là-bas, c'était les dons de la Turquie. Et d'ailleurs, vous parlez, n'est-ce pas, du meeting de Maroua et des élus qui ont refusé de venir, des élus même du RDPC, qui ont refusé de participer à cet événementiel, comme on le dit, Malpétel. Non, mais écoutez, les routes, est-ce qu'il y a des routes là-bas? Les hôpitaux, est-ce qu'il y en a? L'école, c'est sous l'arbre. En plein 21e siècle. On a vu les images. Et on prend 1,5 milliard pour venir organiser un événement de 2 heures de temps. Et on a même vu, n'est-ce pas, des jeunes, des gamins, moi je veux dire, même comme quelqu'un a semblé dire ici que, donc, a semblé contester le fait qu'ils soient des gamins parce qu'il a révélé que quand il était petit là, quand la structure existait, c'est-à-dire que lui, il avait déjà 14 ans alors qu'on croyait qu'il avait 9 ans. Il a dit 10 ans. Il a dit 10 ans et 7 ans. On a quand même vu ces enfants-là. Et même ce qu'on a débloqué, ce qu'on a budgétisé pour eux, ils n'ont même pas reçu. On les a vus se plaindre. Mais je dis, on a atteint un stade, le RDPC a atteint un stade totalement ridicule. Je dis bien, ils sont ridicules. L'extrême nord, ils ont l'habitude de dire que l'extrême nord, c'est la fille aînée, c'est ça, non? Je renouvelle. Ouais. Et vous laissez votre fille aînée dans la famine? Non. Je pense que ce qui reste à faire, et ces populations ont déjà compris, puisque Malpétel a dit, M. Malpétel a dit, ce qu'il y avait avant là, il n'y aura plus ça. Mais prenez même les budgets d'investissement public. La part consacrée à l'extrême nord, c'est du menu fretin, comparé à certaines régions, que moi je ne vais pas citer ici. Les élus du RDPC ont même détourné l'argent qui était destiné, vous avez vu,
les inondations qu'il y a eu dernièrement à l'extrême nord, à Maroua. Le projet Viva Lobone, c'est allé où? Quand il y a eu des inondations dernièrement à Maroua, on a vu Marcel Rodeau, l'ancien directeur de l'imprimerie nationale, dit que l'argent n'est pas arrivé. Et les gens à Yaoundé ont dit l'argent est retourné à Yaoundé. Oui, même les dons, tirés des dons, n'est-ce pas? Même les dons qui sont tirés des lignes budgétaires, les gens détournent. Et viennent amuser la galerie en parlant de cette mobilisation de combien là? 100 000 jeunes. 100 000 jeunes. Moi, je vais m'adresser prétentieux, hein? je vais m'adresser aux populations de l'extrême nord. Vous avez votre carte en main. Durant 43 ans, ce régime n'a pu rien vous donner. S'ils n'ont pas pu vous donner quoi que ce soit en 43 ans, ce n'est pas en 7 ans. Vous savez ce que vous avez à faire. Débarrassez-vous de ces tout. Et en octobre prochain, c'est le moment opportun. Alex Gustave Azebazé, toujours sur la présence de ces enfants. Il faut le dire, ça soulève de nombreuses questions, notamment celles en rapport avec l'éthique. Est-ce qu'en politique, vous avez souligné vous-même avoir été un bon étudiant de droit, est-ce qu'en politique, il y a des lignes à ne pas franchir, des limites à ne pas franchir? Bon, c'est vrai que c'est embarrassant de poser la question comme ça. Je suis entouré de politiciens rompus. Nos trois correspondantistes sont des politiciens rompus. Je constate que beaucoup, peut-être surtout quand on est au pouvoir, ne se donnent pas de limites. Parce que l'éthique, c'est l'attitude par laquelle on se dit, même si la loi, on dit ce qui n'est pas interdit par la loi, est autorisé. Mais quand ce n'est pas... il faut intégrer la morale dans tout ce qu'on fait, surtout quand on s'adresse à la plus jeune, à la plus jeune composante d'une société. Moi, j'ai entendu le président de la République, le président Biya, L'école aux écoliers, dit en 1980, c'était en 91, comme pour railler les jeunes gens de lycée et universités qui, à Douala, à Yaoundé, participaient à des manifestations publiques de l'opposition et de la coordination de l'opposition et de la société civile, des associations communes. Que l'école aux écoliers, c'est-à-dire que les jeunes, en fait, écoliers en ce moment étaient génériques, ça ne signifiait pas seulement pour lui. Les enfants de l'école primaire, même les étudiants également. Il disait la politique c'est un métier spécialisé pour des gens qui ont déjà fini l'école. Qui ont fini l'école. Vraiment, c'est comme ça que nous on avait entendu ça. À l'époque, moi j'étais en fac, j'étais parti de la fac un an avant, 90. Mais on n'était pas encore dans le monde professionnel. On a compris ça comme une mise en garde d'abord à son... Parce qu'il est le président de la République. La parole du président de la République, contrairement à celle de quelqu'un qui n'est plus président de la République, est plus importante. Elle est lourde de signification. Il y a des choses qui ne sont pas légiférées, qui ne sont pas réglementées. Mais quand c'est dit par le président de la République, tout citoyen dans une république démocratique ou une démocratie représentative, qui sait que le président représente la nation, prend ça très au sérieux. C'est pour ça que nous sommes, quand il nous vient de critiquer la vie publique, nous sommes plus critiques vis-à-vis du président de la République, en tout cas ou de ses actes et propos, suivis des faits, ou pas suivis des faits, que de ceux qui aspirent à gouverner. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais passer ma vie à critiquer le PCRN ou l'FCC. Ils dirigent quoi? Ils aspirent à diriger. Mon destin ne dépend pas d'eux aujourd'hui. C'est au lendemain des élections là que s'ils gagnent, moi, ils vont se rendre compte que je ne suis pas leur ami. Mais Patrick n'acceptera pas. Il dira que non, c'est que tu es avec eux. Donc qu'est-ce que j'entends? Je vais dire... Mais là, tout de suite, il ne vous a pas fait ce reproche. Le président, non. Patrick, quand il va prendre la parole, tu vas voir. On voit que vous sachez déjà lire dans ses pensées. Ce qui s'est passé à Maroua, moi, je ne voulais pas commenter ce sujet. Oui. Parce que je trouve que c'est bas. On ne doit pas en arriver là.
Je ne connais pas les raisons qu'il y a derrière. Notre frère du PCRN, le vice-président du PCRN, a essayé d'expliquer même le dessous de ce qui... Il y a trop d'escroqueries au Cameroun comme ça. Et organisé par des gens qui sont au pouvoir. Le pays ne peut pas devenir une pègre. C'est-à-dire que chacun pense que quand il a une position où il peut appeler peut-être le cabinet civil ou je ne sais pas quel autre lieu de l'État où il y a beaucoup d'argent souverain, beaucoup d'argent qui ne laisse pas de traces. On organise, on invente quelque chose, on crée même souvent des possibilités de tension entre les citoyens, entre les communautés ou entre les citoyens. Mais uniquement parce qu'on veut gagner de l'argent en faisant croire qu'on est en train de mobiliser une catégorie ou des partis de citoyens pour le président. Qui a dit que le président, pour être président de la République, doit savoir que les jeunes marchent pour lui? Qui a dit? C'est dit où? C'est écrit où? Mais le président, pour être président de la République, pose des actes, ils sont appréciés par la population, par les citoyens. Le jour du scrutin, ceux qui ont droit à voter, le vote ou lui révèle leur confiance. C'est pas parce qu'on aura mis 100 000 enfants, parce qu'ils ont dit jeunes, même on va trouver 100 000 jeunes où dans l'extrême nord. On va trouver 100 000 jeunes où? Les gens croient que c'est... Donc il faut que les gens arrêtent de rendre le Cameroun bas. Parce que même une telle initiative, on ne peut pas tout se permettre parce qu'on dit qu'on est dans un champ politique qui n'a pas de morale. Votre question c'était, est-ce qu'il y a une éthique? Oui, moi je pense qu'il y a une éthique. Chacun de nous a des casseroles, a des choses qu'il n'a pas faites. Mais tant que vous n'êtes pas en responsabilité politique ou bien en responsabilité publique, on peut vous le tolérer. Mais quand vous exercez, vous assumez. Le monsieur qui est directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui organise tout ça, il est quand même systématiquement payé par notre argent. Monsieur Abdou Rahim, quelque chose. Pourquoi? Il est responsable public dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'il est directeur du cabinet civil du président de l'Assemblée nationale qu'il va croire qu'il est dans une activité privée. Même s'il s'occupe des affaires privées du président de l'Assemblée nationale, c'est la sphère publique, c'est les ressources publiques qui assurent sa vie, qui assure, comment je vais dire, son existence. Et il faut qu'il fasse attention, parce que c'est tout ça qui crée ou qui amplifie, qui renforce les défiances dans des régions qui sont déjà peu sécurisées comme l'extrême nord. Très bien. En une minute, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, Patrick Rifforet, est-ce que vous direz à la lumière de cette assertion du chef de l'État, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, est-ce que vous direz qu'il est nécessaire aujourd'hui d'établir une séparation entre la sphère éducative et la sphère politique? Oui, mais ce type d'opposition totalement tirée par les cheveux, on en est devenu coutumier. Il y en a qui ont réussi à vous dire que l'alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution s'opposerait à l'article 121. Nous l'avons dépassé ce débat. Oui, je rappelle simplement que c'est aussi une opposition tirée par les cheveux. Lorsque le chef de l'État en parle, c'est parce qu'il y a une politisation des campus. Monsieur Azebazé le sait très bien. Et c'est contre ça que le président de la République a pris position. Ça ne signifie d'aucune façon un peu comme aux États-Unis, que les jeunes ne doivent pas s'intéresser aux faits politiques à partir du moment où ils le font en dehors du cadre éducatif. Donc la sanctification dont parlait le président de la République, elle concerne les campus. Elle ne concerne pas les individus qui, bien évidemment, doivent s'intéresser aux choses de la cité. Il n'y a pas de problème parce que des enfants de moins de 15 ans, certainement. Je dis que le propos du président de la République n'empêche pas aux jeunes de s'intéresser aux choses de la République. Je rajouterai d'ailleurs, si vous l'ignorez, que dans ce pays, il y a un parlement jeune. Il y a un parlement jeune. Et que dans ce parlement jeune, vous pouvez y être même à 10 ans. Mais pourquoi on le fait? C'est parce qu'il faut initier... Il y a aussi un parlement jeune où on trouvait des vieux de 40 ans là-bas. Donc... Ousmane, permettez que je termine. On le fait parce qu'il faut initier les jeunes, il faut intéresser les jeunes à la chose publique. J'ai entendu beaucoup de choses ici, mais pour le moment, je n'ai entendu
aucune disposition réglementaire, aucune disposition légale qui ait été Non. violée. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Mais je suis désolé. Tu le sais. Quel article de Je ne viens pas ici citer les... ok. Mais nous parlons de l'esprit des lois, cher ami. De l'esprit des lois, l'esprit des lois. Je n'ai pas voulu citer cette convention que j'ai bien pris le temps de relire parce que ce qui s'est passé à Maroua n'en viole aucune disposition. Non, de petits garçons, de jeunes enfants. Quelle est la disposition qui a été violée? Et puis on va en débattre. Alléguer simplement en me disant il y a telle convention. Non. Cette convention, ce qu'elle réprime, ce sont les traitements inhumains et dégradants. Et amener un enfant à 45 degrés à Londres, il quitte de chez lui. Il passe la journée sans manger. Il passe la journée sans manger. En fin de journée, il se met à se battre pour qu'on lui donne même 500 francs pour qu'il puisse payer son transport. Qu'on lui remet même pas. Peut-être ne connaissent pas Maroua. Moi, j'y vais régulièrement. 45 degrés à l'ombre là-bas, c'est l'ordinaire. Ça n'empêche pas que les gens vont à leurs occupations. On parle des enfants, cher ami. On a de parler des enfants. Sauf que les manifestations, c'est pas à l'ombre. À 45 degrés à l'ombre, mais moi, je tombe des nues. Il fallait qu'on le fasse. Patrick, qu'on attende que le climat soit plus propice. Patrick, on n'a pas à prendre les enfants pour faire ce qu'on a fait là. Je suis désolé. Je répète ce que j'ai dit. Aucune disposition légale ou réglementaire, aucune convention internationale. Le procureur de Maroua devait m'interpeller sur les organisateurs de cette affaire. Aucune convention internationale protégeant les enfants à laquelle le Cameroun a souscrit n'a été violée par ce qui On a malmené en masse les enfants camerounais. Maintenant, je comprends la déception de ceux qui, dans un premier temps, espéraient que le meeting ne se passe pas. Surpris par la mobilisation, sont allés chercher des nourrissons dans le public pour dire que mais les nourrissons étaient présents. Ils étaient présents, oui, d'accord. Enfin. Le Cameroun. Lui, il a dit non. Quel aveu? Peut-être c'est une manière de relativiser. C'est un aveu. Merci, monsieur. Il n'a pas parlé de jeunes, mais il parle de nourrissons. Un enfant de 6 ans, le petit Mathis, froidement assassiné le 10 mai à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, par son voisin. 8 jours après cet assassinat, beaucoup, sinon sensiblement tous les Camerounais, restent indignés. Jean-Robert Wafo, est-ce votre cas? Mais bien sûr, j'étais profondément indigné. Cet assassinat, il faut le dire clairement, c'est un assassinat parce que c'était prémédité, il n'y a rien à faire. Cet assassinat horrible, n'est-ce pas? Il faut être inhumain pour ne pas être profondément indigné. Moi je dis, ce qui s'est passé avec le jeune Mathis est inacceptable et inadmissible. Et moi je pense que ça veut dire que c'est le résultat, n'est-ce pas, d'une tolérance inacceptable des pouvoirs publics. Parce que le lieu du crime, il y a eu des témoignages, je me fais état de ce que c'était connu comme un endroit, c'est-à-dire insécurisé, où il y avait des bagarres tout le temps, on entrait, c'est-à-dire, il y a un commissariat à côté. Je me demande comment, il y a des renseignements, comment les renseignements peuvent savoir que à tel endroit, il y a une insécurité galopante et on ne prend aucune disposition. Mais le chef de quartier, de ce quartier, est-ce qu'il signalait, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a eu à signaler, n'est-ce pas, des cas d'insécurité là-bas? Parce que, généralement, les chefs de quartier, on les appelle les auxiliaires d'administration. Donc, ça veut dire quand il y a un incident dans un quartier, ils font des rapports au sous-préfet de la localité. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Et c'est vrai que mes convictions religieuses m'imposent, n'est-ce pas, de ne pas être partisan de la peine de mort. Mais à un moment donné, c'est-à-dire on est obligé de se dire, ok, s'il faut empêcher qu'il y ait des cas pareils, décourager ceux qui sont amenés à poser des actes aussi ignobles. S'il faut le faire, il faut le faire. Encore que la peine de mort, il me semble que c'est contenu dans le code pénal. Sauf si on me contredit. Mais il faut appliquer cette peine de mort. Je pense que c'est comme parce que moi, je pense que les organisations de défense, donc de défense des droits, toutes ces organisations-là, je vois les Alex Gustave
azébasés, qui interviennent, n'est-ce pas, dans des cas pareils, qui ont plutôt tiré la sonnette d'alarme. Mais on a l'impression que ça va plutôt crescendo. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution, même si elle est temporaire, pour dissuader ces criminels, c'est ces bien ça, barbares. La peine de mort est commue en peine d'emprisonnement, à vie. Ah oui. Commis dans quel cas? Je veux dire, lorsque quelqu'un est condamné à la peine de mort au Cameroun. Non, en ce moment, elle n'est pas exécutée. Il y a un gel des condamnations à mort existantes depuis 1985. Voilà. Et Mais commuer, c'est un autre processus. Le président peut... 87. Bon, depuis 87, en peine d'emprisonnement à vie. Après les événements quand même de 84, il y a eu des condamnations à mort qui ont été Je exécutées. crois qu'il y a eu des exécutions dans le cas du c'est toujours important. Pondo, il me semble. Oui. Donc je disais que... Oui. Vous disiez rapidement, oui. Non, je disais que la peine de mort, elle continue d'exister dans le dispositif, dans l'arsenal répressif et pénal camerounais. Évidemment, les campagnes qui ont été menées par un ensemble d'organisations et d'activistes qui estiment que la peine de mort en soi n'a jamais réglé les problèmes de la criminalité. Mais elle n'est pas appliquée. Au Cameroun, aujourd'hui, elle n'est plus appliquée. Mais elle reste en vigueur. Elle reste en vigueur. C'est pas parce qu'un texte n'est pas appliqué que ça se fait qu'il n'est pas en vigueur. Je veux que la nuance soit retenue. Quelqu'un qui est condamné à la peine de mort, je ne vais pas dire on transforme sa peine, mais en emprisonnement à vie. En emprisonnement. Voilà. Pour l'instant, depuis 1987, il n'y a plus eu de condamnation à mort au Cameroun. Il n'y a plus eu d'exécution de condamnés à mort. Moi, je pense que pour des cas pareils, il faut dégeler. J'en sais rien. Vraiment, je crois que le débat essentiel n'est pas là. Allez-y, Jean-Robert. Jean-Robert Wafoué dans la prévention. Je pense que quand ça concerne, quand la victime est un enfant, moi je pense qu'il faut exécuter le criminel. C'est vrai que ça va contre mes convictions religieuses. Mais je dis, un enfant ne peut pas payer pour les crimes commis par son géniteur. Pour des bagarres. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que le jeune Matisse a fait? Et en plus, quand on décrit la scène, du moins pour ce que j'ai pu lire, le criminel vient vers lui, vient vers le jeune Matisse. Le jeune Matisse se met à implorer. Il passe à l'acte. Non, moi je pense que... Non. Il faudrait que la justice sévisse. Très bien. Et que le criminel, c'est vrai qu'on va parler de la présomption d'innocence, machin et tout, mais moi je dis, à un moment donné, il faut que la justice soit rapidement rendue dans le cas du jeune Matisse, petit Matisse. Très bien. Et je vais terminer en lui souhaitant doux repos éternel. Alors, ce n'est pas la première fois, M. Ousmanou, que ce n'est pas le premier assassinat, on va le dire, qui ébranle et choque profondément les populations camerounaises. Mais comment est-ce qu'il faut analyser le fait que rien, sinon presque rien, ne change en termes de prévention, en termes de politique sociale? Je crois que le Cameroun traverse vraiment une situation terrible dans ce genre de situation. Aujourd'hui, si le jeune Mathias qui est assassiné froidement... Matisse, oui. Matisse ou Mathias? Matisse, ok. Qui est assassiné froidement et face à une telle gravité, et le bourreau, le présumé bourreau est interné dans un hôpital et qui se réclame d'amnésie, était sous, et j'ai bien peur que la justice ne puisse pas vraiment se saisir de cette affaire avec l'énergie souhaitée pour rendre justice à ces jeunes Matisse. Nous avons en image le cas des féminicides qui s'en est résulté avec des jugements que nous connaissons, que nous regrettons tous et que nous continuons toujours à demander justice pour cette dame et justice pour Matisse. Il y a tellement de cas d'enlèvement au Cameroun avec souvent demande de rançon et assassinat qui ne fait pas souvent l'objet devant les projecteurs de médias, notamment dans la partie septentrionale, dans la partie anglophone. Dernièrement, dans le nord-ouest, il y a un Aladji Adamo, je crois, qui a été assassiné froidement par des bandits qui se réclament
partisans de l'Ambazonie, des Ambaboy. Dans le Grand Nord, c'est récurrent chaque fois que des élévaires sont enlevés et tués. Et parfois, on regrette que ces bourreaux se retrouvent dehors. Donc je crois qu'à cet effet, quelle soit la justice militaire que nous ne partageons pas souvent, l'existence du point de vue de la loi et la justice dite ordinaire puissent réellement appliquer les textes et être sévères vis-à-vis de ce genre de criminalité. Parce que ça commence à en faire trop. Parce que Dieu seul sait de quoi demain sera fait et qui sera donc sur le chemin de cela. Alors, sur la même question que M. Ousmane Alex Gustave, avez-vous l'impression que les chiffres sur la violence au Cameroun, les bases de données servent finalement à quelque chose? Avec le niveau qui est le mien et qui est le nôtre tous ici, on ne peut jamais dire que les bases de données ne servent à rien. C'est important d'avoir des bases de données sur tous les phénomènes de la société. Mais la question de fond, ou la question, là, en tout cas pour moi, c'est qu'est-ce que les institutions, j'entends souvent dire la société, non. Qu'est-ce que les institutions font lorsque elles sont en face des phénomènes qui se répètent et qui ont pourtant il y a des législations qui existent pour à la fois adresser ces problématiques et aussi d'autres structures qui sont faites pour travailler, sensibiliser les uns les autres. Moi, ça fait 2 mois que je suis un cas dans le quartier où je suis chef dans ma communauté, à Bafou, où une fille de 6 ans, le corps a été retrouvé dans le cours d'eau au fond de notre conscience familiale. Et nous sommes rendus aujourd'hui à 2 mois et demi après, aucune enquête judiciaire. Parce que c'est elle, on dit, moi j'essaie de mener la mienne en tant que chef de quartier, mais je n'aurai jamais les moyens des institutions pour déterminer qui a fait, pourquoi on a fait, quand on connaît uniquement la date et la victime. Mais toutes les informations... La date à laquelle le corps a été retrouvé. Oui, la date à laquelle le corps a été retrouvé. La date à laquelle le corps a été retrouvé. Au petit matin, d'un jour. Je parle de ça parce que je suis meurtri, en ce que depuis cette date-là, même entendre filtrer. Pourtant, il y a une brigade de gendarmerie dans l'arrondissement duquel dépend Bafou, ça s'appelle l'arrondissement de Kony. Il y a un procureur, le procureur du tribunal de grande instance de la Menoie, Atchan, est compétent, couvre toute cette zone-là. Mais rien n'est fait. Ou rien, en tout cas, rien n'a filtré jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'au plan procédural, on dit les enquêtes sont couvertes par le sceau du secret, mais on doit quand même nous informer. Informer le chef supérieur, parce que le chef supérieur, moi, je n'étais pas dans la communauté ce jour-là, mais le chef supérieur et les collègues notables sont tous descendus et ont trouvé ce corps. Quand 2-3 mois après, il s'installe une suspicion générale dans la zone et dans la communauté. Vous demandez aux gens de faire des dénonciations. Mais vous entendez dire, non, nous ne savons rien, mais on n'est même pas sûr qu'en faisant une dénonciation, les coupables. Je n'ai pas dit que dans ce cas-là, c'est l'information que j'ai eue. Mais il y a des cas où nous savons que les dénonciations sont faites, les personnes interpellées vous retrouvent dehors le lendemain, et c'est vous qui êtes plutôt menacé. Dans le cas de Matisse, c'est une flagrance. On sait qu'un monsieur a pris un poignard, s'est rendu dans un domicile, a trouvé un enfant ou des enfants, a arraché la vie à l'un de ces enfants-là. Est-ce qu'on a besoin de prendre autant de temps au point de venir nous dire que le type, il est à l'hôpital? Il fait quoi à l'hôpital? Il fait quoi à l'hôpital?
sa place, il doit aller à l'hôpital à partir d'un centre de détention préventive. Minimalement. Minimalement. Je ne peux pas comprendre qu'on nous dise dans ce pays. Je rappelle également que vous êtes un défenseur des droits humains. Bien entendu, c'est ce que non, la présomption d'innocence existe. Mais quand la flagrance est établie, on a le droit, en tant que citoyen, de demander. On est assez compréhensif. Et déjà même, il parlait qu'il était sous, et puis soudain, il est amnésique. Bah, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. J'estime que, vu la nature la nature des faits, où il n'y a pas de doute sur sur l'auteur de l'acte. On peut dire, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs, mais on sait que c'est un crime. Donc, ça ne peut même pas être, qualifié autrement. Assassinat. Ça peut être qualifié. Non, en termes d'infraction, je sais que c'est le pouvoir des magistrats de qualifier. Mais nous, en tant que citoyens, nous disons que nos amis, parce que la génération des magistrats actuels... La qualification des faits peut, disons-le, peut avoir un impact sur la sanction qui sera appliquée. Non seulement la sanction, mais sur la prise en charge institutionnelle et sociétale de ce type de phénomène. Quand monsieur, dans le cadre d'une dispute avec ça peut mettre peut-être quelqu'un qui... On nous raconte qu'il y a eu une dispute dans un bar, regardez là où les gens vont s'asseoir pour discuter. Mais la dernière chose que je voulais dire quand même par rapport à ce genre de phénomène, c'est que ça doit nous enseigner aussi dans nos communautés et nos familles que les gens maîtrisent leurs nerfs quand ils sont en public. Parce que quand vous êtes un être humain, vous ne savez pas que celui qui est en face de vous là n'est pas vous. Vous pouvez... Je ne justifie rien, mais si nous ne maîtrisons pas, on peut régler tout type de problème par les moyens qui ont des conséquences dramatiques, comme ce qu'on voit là avec le meurtre de Mathis, avec maintenant cette famille, la famille du meurtrier, qui aujourd'hui, dans la situation que chacun de nous peut imaginer. Moi, j'ai appris que sa fille, la fille de ce monsieur qui est artiste, qui avait un concert prévu au lendemain du 20 mai, en tout cas, elle ne peut même pas le faire, même si elle ne l'avait pas annulé. Moi, je ne vois pas comment les Camerounais l'auraient laissé faire. Pas annulé. Or, elle n'a pas à payer de ce que son père... Quelqu'un n'a à payer des actes de son père. Surtout si son père n'a pas... Bon, après, les gens peuvent toujours dire qu'il y a des gens qui établissent un lien entre elle et son père. Mais cela dit, même s'il y a un lien entre elle et son père, dans son cadre professionnel, ce n'est pas elle qui a envoyé son père tuer quelqu'un. Non, mais moi je suis d'accord avec donc, il faut sérier les problèmes. Moi, j'ai vu une campagne qui est organisée là dehors contre cette jeune dame. Non, je trouve que c'est ignoble. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Patrick, il faut le dire, les médias et blogueurs internationaux se sont également saisis de cette affaire, ont commencé à en parler. Que dit ce crime du Cameroun? Écoutez, c'est un fait de société dramatique et je m'incline devant la douleur de cette famille qui a perdu un petit garçon. Maintenant, nous sommes une société qui est aux prises avec la médiatisation. Et dans le cadre de la médiatisation de la société, il y a une mise en visibilité, une mise en scène de ce type de faits divers qui fait que par association, on associe des individus qui n'ont pas commis un délit à la situation. C'est un peu ce qui arrive à la jeune dame qui est la jeune dame artiste qui est la fille de cet individu. Mais je voudrais, contrairement à ce que Alex Gustave Azebazé a voulu dire, rappeler que la société fonctionne en réalité sur ce modèle-là. Parce que pour ceux qui sont spiritualistes, on vous dit bien que, c'est-à-dire que vous héritez du passif, vous héritez du passif, voilà, vous héritez du passif de vos ancêtres et pour lui qui est chef traditionnel, il le sait très bien, c'est-à-dire justement quand il y a ces situations, on vous dit il faut couper le lien. Donc il y a un certain nombre de rites que vous êtes, voilà, il y a un certain nombre de rites que vous êtes obligé de faire
pour sortir de ce fardeau et de ce fagot qui vous a été transmis. Donc, on ne peut pas totalement dire que cette jeune dame n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est d'autant que... Bon, non, on parle là au plan institutionnel. Non, j'analyse. Elle m'a interrogé sur la réaction sociale, notamment celle des blogueurs qui ont pris position, parce que ce sont surtout les blogueurs qui sont montés au créneau contre elle et le fait que, un, elle ne s'exprimait pas, deux, elle maintenait jusqu'à ce qu'elle prenne la parole son conseil. Donc, il y a cette situation-là qui fait que... à laquelle il faut rajouter le fait que, bon, c'est une vedette, c'est un people, comme on dit. Elle s'est souvent affichée avec son paternel. Et je pense que les gens se sont souvenus que ce monsieur a un passif qui ne plaide pas en sa faveur. C'est-à-dire qu'il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait qu'il ne soit pas à son premier forfait. C'est un type dont la violence est connue dans son voisinage. Donc, bon, il faut que cette jeune dame comprenne simplement que, bon, quand vous êtes une personnalité publique, vous êtes astreint à des obligations que le Camerounais lambda n'a pas. C'est-à-dire que si vous choisissez de vous afficher avec un individu, il faut bien savoir que si cet individu a des soucis demain après demain, ça va rejaillir sur votre image. Mais c'est parce que c'est vous qui avez premièrement fait l'association. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait l'association, s'il y a un souci, si on commence à me voir en permanence avec... Jean-Robert, demain, si j'ai un souci ou s'il a un souci, on risque de lui demander des comptes. Après, c'est à lui de savoir comment se justifier, mais on va commencer par lui demander des comptes en lui disant, on vous voit souvent ensemble, vous faites ci ensemble, vous faites cela ensemble. Donc, c'est ce qui arrive malheureusement à cette jeune dame-là. Mais là, on parle du lien, comment je vais dire, du lien ontologique, le père. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas inventé... C'est pas une association volontaire. Oui, nous n'avons pas inventé la pipolisation. Et moi, ce que j'ai constaté, parce que... il y a un collègue français qui a beaucoup travaillé sur la pipolisation, c'est que quand vous êtes devenu un people et que vous venez d'un milieu social qui est problématique, il vaut mieux prendre ses distances avec ces individus. Si vous avez un parent qui consomme de la drogue, alors que votre image vous oblige à montrer que vous ne pouvez pas vous associer à ce genre de choses, vous êtes obligé de couper les ponts, même si ce n'est pas joli, en tout cas du moins publiquement, parce que ce que vous faites dans le cadre privé, personne ne vous en tient rigueur. Mais si vous affichez votre proximité de manière publique, on vous demandera des comptes. C'est ça le principe. Ça, c'est sur ce plan-là. Sur un second plan... Les gens balancent les nudes des gens ici dehors alors que c'est fait en privé. Allez-y. Oui, mais tant que ça reste dans le téléphone de l'individu, il n'y a pas de souci. C'est quand c'est publicisé qu'il y a un souci et que la société a tendance à demander des comptes. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, vous savez, quand il y a un crime comme ça, ça nous ramène au fait qu'un certain nombre de crimes qui sont des crimes dramatiques sont commis dans un cadre qui est un cadre d'interconnaissance. C'est-à-dire que c'est souvent la famille, notamment pour les viols, les féminicides, c'est souvent dans la famille, ou dans un cas comme celui-ci, ce sont des familles en fait qui se connaissaient. C'est-à-dire que le monsieur, quand il entre dans la maison, c'est une maison qu'il fréquente souvent. Certainement. Les enfants n'ont pas le réflexe de considérer qu'il est une menace. Alors que là, il est venu commettre un forfait qui était prémédité. Mais je dis que j'insiste sur cet élément parce que nous avons pour coutume de couvrir des monstres. C'est-à-dire que dans les familles, quand il y a des violences, souvent on sait que tel individu, mais on préfère en parler en disant évitez-le. Ça ne va pas l'empêcher de commettre un forfait demain ou après-demain. C'est clair. Donc, ce n'est pas la meilleure façon pour nous, en tant que société, de protéger les plus fragiles. Parce que Mathis, c'était un enfant fragile. Je suis certain que s'il avait quelqu'un de costaud comme Alex Gustave, les choses se seraient passées différemment. Mais quand vous attaquez un jeune homme comme celui-là, quand vous voulez violer une fillette qui a 6 ans, quand vous êtes un homme, 1m90, vous vous mettez à tabasser une jeune femme qui a 1m60, qui est frêle, on s'attend à quoi? Mais nous protégeons de manière systématique les monstres dans nos familles. Et moi je dis, le premier mouvement, c'est qu'il faut qu'on ait le courage de prendre nos distances avec ces individus, de les indexer, de les isoler et souvent de les dénoncer à la police ou à la justice. Parce que quand on ne le fait pas, des drames comme ça, là, on ouvre la voie à ce que des drames comme ça se répètent. La deuxième chose, pour terminer, et je suis sur ce point en accord avec Jean-Robert, moi je ne suis pas un droit de l'homicide. Il faut arrêter avec la bien-pensance.
vous prenez la vie. Oui, pas de manière systématique. Mais je dis, quand vous ôtez la vie, quand vous ôtez la vie à un enfant de 5-6 ans, quand vous violez une fille de 6 ans, moi je dis, vous n'avez rien à faire en société. Je considère qu'on ne doit pas, il ne doit pas y avoir de rémission pour ce genre de crime. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer à accepter ça. Ce genre d'individus, on les supprime et puis la société continue à vivre. Et les autres vont comprendre que de toutes les façons, quand vous le faites, vous mettez votre vie en jeu. Donc, ça va peut-être être dissuasif. Mais s'il suffit de dire, je crois que sa ligne de défense, et il ne se souvient de rien, il va aller en prison, il va peut-être prendre 5 ans comme le monsieur qui a assassiné Jean Yango, et puis il va ressortir. Non. Et l'affaire de Jean Yango, c'est 5 ans avec sursis. Hein. Voilà. Il a été libéré après. Parce que je suis désolé, si vous avez un bon avocat, si vous avez un bon avocat, ça peut se terminer comme ça. Et le bonhomme est dehors. C'est-à-dire que demain après-demain, il va recommettre un autre forfait. Moi, je dis, il faut arrêter avec la désuétude de la peine de mort pour un certain nombre de crimes, comme le cas du jeune Mathis, comme pour le cas des viols et des féminicides. D'ailleurs, on a vu la réaction des autorités, une réaction, on va dire, prompte. Hein? Ce n'est pas toujours le cas. La réaction, c'est 3 jours après. Elle n'était pas prompte. On a vu quand même un communiqué du MINPROF. On a vu le MINAS qui est descendu sur les lieux. Allez-y. Allez-y, Jean-Robert. C'est Ousmane qui a la parole. Allez-y. Ousmane, vous va encore se plaindre. Non, il aura la parole juste après, Jean-Robert. Allez-y. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu de promptitude dans la réaction des autorités. La ministre de la Femme et de la Famille, la protection de la famille. Elle est arrivée là-bas. Non, elle a fait un communiqué. Ah bon, c'est ça son travail. Le ministre des Affaires sociales est arrivé. Après Yaoundé. Après combien de jours? Je crois 2 jours. Comment? Je crois 2 jours, je vais vérifier. Okay. Non, même si c'était le même jour, à la date où nous parlons, elle ne s'est pas encore rendue auprès de la famille. Oui. Alors que ça relève directement de son impérium ministériel. Il y a un problème. Il y a un problème. Autre chose. Oui. Je salue sa collègue des affaires sociales qui se soit rendue, mais bon, c'est pas trop son job. Oui, rapidement. Pourquoi le procureur de la République ne communique pas sur cette affaire? Au moins, on va parler du secret de l'instruction, mais au moins sur cette affaire, il devait rassurer les populations sur chaque fois qu'il y a... C'était 4 jours après, le 14 mai. Voilà. 4 jours après. Oui. Ouais. 4 jours après. Le ministre de la Femme et de la protection de la famille. Oui. Il y a un assassinat crapuleux. Vous restez dans votre... Et c'est en plein Yaoundé. Vous logez à Yaoundé. Vous avez vos bureaux à Yaoundé. Vous logez à Yaoundé. Et c'est 4 jours après. Non, la réaction n'était pas prompte. Non, la réaction n'était pas prompte. Et puis, le procureur de la République quand même doit parler. Il doit quand même parler. On le voit partout. Ou quand il y a un crime, le procureur de la République s'exprime en public sans entrer dans les détails, mais pour au moins fixer. Très bien. Pour au moins dire... Pour éviter les rumeurs et les interprétations. Pour éviter tout ça. C'est pour ça que je parle de la prise en charge. Comme pour la plupart, ils sont devenus de grands muets. Voilà. Allez-y, Ousmane. Je crois qu'au Cameroun, on a tendance à tout banaliser sur les faits même de la corruption souvent. Voilà. Et c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que il y a des cas, nous allons des cas. Il y a des choses qui se passent souvent dans l'arrière-pays où la presse n'est même pas au courant. Je vous prends le cas d'un jeune Ismaïla qui a été poignardé à Touboro par son ami. Le gars s'est retrouvé au commissariat et puis déféré à Tcholire, incarcéré. Après quelques mois, il est libéré, il est revenu encore engueuler son ami, alors que le gars était poignardé sur peut-être 10 endroits sur son corps. Donc, des types comme ça, il est temps qu'on soit sérieux dans ces pays. Ça, c'est la corruption. Donc, cette corruption ils prennent sur tout, même sur la vie, quand même. Il est temps qu'on soit sérieux dans ces pays. Et quant à ceux qui voudraient donc associer l'image de la jeune dame au crime ou au forfait de son père, je crois qu'il faut faire la part des choses. Elle n'a rien à y voir. Personne n'est choisi son génitaire, mais il est temps qu'elle aussi rassure l'opinion publique et désolidarise de comportement ou bien de crime de son père. Mais il me semble qu'elle a fait, non?
Oh, Une elle a fait vidéo. une vidéo. Oui. Bon, si elle a fait une vidéo, peut-être on est dans un monde de showbiz, c'est la communication. Non, qui c'est semble peut-être qu'elle a fait tardivement, mais il faut D'accord. aussi comprendre Donc, son émotion. Elle a fait 2 jours après. Voilà. Voilà. Allez, vous terminez. Ousmane, Pourtant, vous la voulez dire- ministre Allez-y, madame. Permettez à M. Ousmane, de la Monsieur Ousmane, promotion vous n'a avez la pas la parole. famille, a fait son Non, communiqué je crois 4 que jours après. Madame Elle, au Laila- moins, c'était Monsieur 2 jours Ousmane, après. vous avez la parole. Non, Allez-y. reprenez la parole. Non, allez-y. Non, vous me donnez la parole en dernier lieu toujours quand il faut que j'en demande. Et puis, et quand je parle, vous me mettez la pression. Non, je ne vous Monsieur mets pas la le pression, je Président, demandais écoutez, justement madame, le débat est sur à un monsieur comme ça ici. Wafo. Non, Je demandais non, justement reprenez à la monsieur parole, Wafo. madame. Je demandais justement à Reprenez monsieur la Wafo, parole, s'il vous j'en plaît. ai terminé, Non, ça non, va. ça va, monsieur le président. allez-y. Monsieur Ça va, Ousmane. non, j'en ai terminé, Monsieur le madame. Président, Je allez-y. précise juste que je Non, mais demandais ce à que vous monsieur disiez Wafo. était important. Moi, Justement, c'est pour ça vrai que qu'on je vous a demandais. coupé, mais C'est pour ça que je demandais à c'est monsieur Jean Robert. Wafo de vous laisser C'est vous le exprimer. c'est le troublant du plateau. Non, moi, c'est pas mon problème, c'est pas Jean-Robert. Mon problème, c'est Laila elle-même. Il faut être honnête. Allez-y. Non, monsieur ça va, Ousmane. madame, je n'ai plus d'inspiration. Très bien. Alors, pour sortir de ce sujet, il y a ce débat. Là, j'aimerais interroger le doyen que vous êtes et le spécialiste en communication que vous êtes. Il y a ce débat sur la communication de crise, né de la prise de parole de l'artiste. Beaucoup estiment que dans ce cas, un communiqué uniquement aurait été suffisant, un communiqué à la place de la vidéo. Vos deux positions m'intéressent. Léla, Oui. je suis très modeste quand je dois apprécier les actes publics des personnes sur lesquelles les tuiles tombent. Vous savez, la communication de crise, Patrick, certainement, en dira, mais on peut toujours donner des leçons après. Je n'imagine pas que cette jeune dame, quand ce truc-là, on ne sait même pas quand et où elle a appris. Premièrement. Deuxièmement, je n'imagine pas que sa priorité quand elle apprend doit être d'aller faire. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être courir vers son père, chercher son père, chercher sa mère, si sa mère vit, aller vers la famille de l'enfant victime qui est. On dit que son père est voisin de ces gens, de cette famille-là. En fait, c'est le choix de la vidéo que certains interrogent. Oui, on peut critiquer la vidéo, la forme de communication. Oui. Peut-être parce qu'on l'a vu en pleurs. Des gens disent même que c'est les larmes de crocodile. Moi, je ne juge pas les larmes des gens. Personnellement, je ne juge pas les larmes. Les larmes, pour moi, c'est les larmes. Est-ce que c'est ce qu'elle devait faire? Moi, elle a fait, ça me va. Je constate que elle dit la même chose que nous disons ici, que la justice doit faire son job. Très bien. On attend qu'elle dise quoi? Qu'elle dise que ce monsieur n'est plus son père? Qu'est-ce que les gens... Très bien. La forme de communication, Patrick Rifo, oui. Oui, mais Un communiqué, est-ce qu'un communiqué aurait été suffisant? Communiqué, vidéo? le sujet, quand on parle de communication de crise, c'est pas quel outil on utilise. C'est pas ça le sujet. Je crois que Alexis et Jean-Paul Tchomdou ont fait des sorties que je recommande à tout le monde. Le souci avec elle, c'est premièrement le timing. Il y a une attente entre la commission de l'assassinat par son père et sa réaction, parce que je crois qu'elle a continué à faire la promotion. Elle a continué à faire la promotion, de son spectacle. Donc, elle ne s'est pas rendue compte qu'il fallait réagir promptement parce que ce qui s'est passé allait rejaillir sur elle. Or, en matière de communication de crise, il faut toujours analyser très rapidement les enjeux afin de prendre la parole. Maintenant, pour ce qui est du format, ça dépend de celui qui conseille. Nous sommes premièrement une société de l'oralité. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est-à-dire que pendant un temps, on est sorti de l'oralité pour aller vers l'écrit. Mais grâce à ce dispositif-ci, nous sommes en train de revenir à ce que nous étions, c'est-à-dire une société de l'oralité. Et les gens considèrent qu'ils sont plus confortables en s'exprimant directement, en s'exprimant à travers une vidéo. Maintenant, pour le reste, ce que je lui reproche, c'est vraiment de n'avoir pas pris la mesure de la situation et d'avoir tardé à surseoir à toutes ces activités pour exprimer rapidement, parce que il y a le feu derrière, justement, parce que les gens attendent qu'elle réagisse et qu'elle ne réagisse pas. Du coup, il y a une traînée, il y a une étincelle, mais cette étincelle se diffuse intensément, parce que je crois que le premier qui en parle, c'est Zumanto. Ensuite, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont
vite fait, puisque ce lanceur d'alerte a tôt fait de faire le lien entre les deux, parce que dans sa publication, il dit le père de. Donc on ne sait même pas au départ, on ne sait pas qui est le monsieur, mais on sait de qui il est le père. Donc du coup, tout le monde a fait le lien et les gens ont commencé à l'interpeller. Quand vous êtes en situation de crise, je vais terminer par ce conseil, il faut être prompt à réagir. Deuxième chose, entourez-vous de spécialistes. Ce n'est pas une affaire d'amateurs, parce que justement le sujet, ce n'est pas je fais une vidéo, je fais un communiqué. Non, il y a des postures qui sont des postures canoniques qu'on adopte en fonction des situations, mais ça c'est aux stratèges qui vous accompagnent de vous le suggérer. Moi, je ne vais pas donner de conseil à cette jeune dame, elle n'est pas capable de me rémunérer, malheureusement, donc je ne dirai rien, mais entourez-vous de spécialistes lorsque vous avez ce type de situation. Et quand vous êtes un people, parce que le people, lui, c'est le personal branding, quand vous êtes un people, il vaut mieux avoir un conseil en communication à côté, parce que les situations critiques peuvent arriver à tout moment. Et il faut être capable de réagir sans tarder, parce que chaque temps de latence crée des effets que vous ne maîtrisez pas. L'autre chose, c'est que, bon, vous savez, la crise, c'est toujours un cycle, c'est-à-dire que quand il y a un événement générateur, après, il y a une vie. Après cet événement-là, il y a différentes séquences. Il faut donc analyser la situation de la manière dont elle évolue pour adapter la réponse qu'on va avoir. Il ne s'agit donc pas d'un seul outil, mais d'une réponse globale qu'il faut apporter, et il faut réfléchir souvent au jour le jour, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas qui va prendre la parole et qui va vous mettre en difficulté. Merci. Donc il faut vraiment être sur le front réactif. Merci, Dr Patrick Riffoé, d'avoir été avec nous. Vous voulez dire quelque chose, M. Ousmano? Oui, je voulais juste souhaiter bonne fête aux populations de Meganga qui sont sinistrées par le vent, qui ont vu le passage du Minat la semaine dernière, qui attendaient beaucoup, notamment des tôles et tout pour réparer leur maison. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris et je les réconforte. Vous n'avez pas vu la route Bon, je leur souhaite bonne fête malgré les conditions dans lesquelles ils se trouvent, avec des toits à emporter, avec des écoles qui ont subi des intempéries. Vivement que des secours continuent à venir réconforter ces populations d'ordre matériel surtout. Merci. Merci, M. Ousmano, d'avoir été avec nous ce dimanche. Jean-Robert Wafo, merci également d'avoir accepté. Merci, il est là. Une salutation particulière au ministre Atangandi, qui a bien voulu remonter les bretelles à monsieur, on l'appelle encore qui là, à monsieur Taux d'avancement. Le ministre des Travaux publics. Merci également à vous, Alex Gustave. Pour emprunter au vice-président, Monsieur le Président, j'adresse mes voeux de très belles fêtes de l'unité nationale à tous les compatriotes, et particulièrement aux gens aux membres de la communauté dont je suis, à laquelle dont je suis ressortissant, la communauté Bafo, et particulièrement à mon collègue qui recevra une médaille. Merci Alex Gustave Azébazé d'avoir été avec nous. J'ai demandé à M. Ousmano de ne pas faire ça en début d'émission, vous vous en souvenez. Merci. Non, c'est pareil, ça vaut également pour vous. Merci, Dr Patrick Riffoé, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi lorsqu'il sera 13h30. Merci également à la réalisation assurée et chapeautée par Adonis Yamen. Merci à Mébel Chimie. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous.